Bonne journée à vous, bonne écoute. À plus tard. Bonsoir et bienvenue à tous pour la table ronde sur la pornographie. Alors avec nous ce soir, CLR 8600, Charlie, tu es là. Salut, salut tout le monde. À la table aussi, Philosophie Cherstal, tu es Salut, là. salut à tous. Et ça fait un moment qu'on essayait de prévoir ce moment-là. À la table, Xavier School. Salut tout le monde. Bon, après-midi. Ah, là je l'entends mal, hein. Ouais. Vous Xavier, tu es m'entendez? là. Ah, C'est là c'est mieux. bon, là. Bah, je vous disais, ravi de vous rejoindre ce soir. Bon alors ce soir c'est un gros chapitre on s'apprête à attaquer. Je suis content de ne pas être tout seul à entamer les hostilités. Je sais que vous avez chacun tous une vision du sujet particulière. Donc du coup, si vous me permettez d'introduire sur une notion que je pensais essentielle pour aborder le sujet, j'aimerais parler de la dopamine. Et c'est une notion que tous les sportifs connaissent. C'est ce qui régit le système de récompense dans le cerveau humain. Je veux dire, c'est quelque chose qui se vérifie très facilement. Là, sur Wikipédia, je lis: la dopamine est un neurotransmetteur, une molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux. Donc, je vais pas lire toute la définition, mais en accéléré. Euh, la dopamine renforce les actions habituellement bénéfiques telles que manger un aliment sain en provoquant une sensation de plaisir, ce qui active ainsi le système de récompense-renforcement. Donc bon, je vais en rester là pour la définition Wikipédia. Concrètement, ce que la dopamine engendre, c'est-à-dire quand vous effectuez une action qui est bénéfique pour vous, votre corps vous récompense en sécrétant de la dopamine qui provoque une habitude, déjà une sensation de plaisir immédiat et qui, à force, provoque une sorte une habitude. Et je parlais des sportifs parce que les sportifs sont habitués à ressentir une forme de plaisir particulier après une séance de sport qui les encourage à reprendre le rythme et à retourner en salle pour continuer à avoir cette petite dose de dopamine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je vais commencer du coup. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que la dopamine est quelque chose de très intéressant pour l'homme, puisque ça permet de le soulager à travers plusieurs choses. Bon, il y a bien souvent des boulots qui nous plaisent et qui permettent justement cette sécrétion de dopamine. Donc si vous vous sentez à l'aise dans un métier en particulier et que forcément vous avez quand même quelque chose d'assez physique, vous aurez une meilleure sécrétion de dopamine que quelqu'un qui se plaît dans les bureaux. Donc forcément, hein, vous faites une stimulation de vos muscles. Donc ainsi que ça soit mécaniquement que autant que mentalement, ça permet une meilleure sécrétion et c'est très intéressant puisque ça permet d'être lucide pour l'homme. Si vous voulez, moi je le vois un petit peu aussi comme quand vous avez une relation avec une femme ou que tout simplement vous masturbez si vous voulez, à la fin il y a une sécrétion de dopamine, on se sent bien, on se sent à l'aise. Il y a plusieurs choses hein, aussi qui le font, telles que le cannabis ou bien d'autres choses. Hein, donc c'est important. Alors, après, justement, je voulais faire la comparaison avec la drogue, mais un petit peu plus loin, parce que c'est quelque chose qui traîne beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de fausses rumeurs sur le porno, le fait que ça génère des addictions, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. J'aimerais bien qu'on y aille progressivement. Du coup, là, sur la question de la dopamine, tu as dit des choses qui sont très intéressantes. Tu as parlé de nourriture, de masturbation, de plusieurs choses. Et ce qui m'a donné envie de commencer par le système de récompense géré par la dopamine, c'est-à-dire que quand tu manges quelque chose de sain, en général, voilà, tu as bien mangé, tu sais, tu ressens ce qu'on appelle la satiété, c'est-à-dire la saturation, tu vois. Ton corps te dit que tu as suffisamment mangé et là, tu sens que tu n'as plus faim. Ah, et donc, tu as cette décharge de dopamine qui te fait comprendre que tu passes un bon moment, tu as envie d'autre chose en général. Très bien, oui. Peut-être Je aller comprends. faire. Ouais. Or, avec la drogue, comme tu étais en train de l'aborder, c'est pas tout à fait le cas. Mais j'aimerais bien avoir l'avis du coup de Philosophe Fischer et Xavier. Qu'est-ce que vous en pensez?
Xavier, je te laisse commencer, enfin intervenir, puis j'interviendrai après. Bon, bah voilà, je vous disais que bon, voilà, vous abordez effectivement par ces notions de dopamine. Après, bon, il y a pas mal d'aspects tels que la prolactine, l'ocytocine, qui a trait au rapprochement entre deux individus. Et effectivement, il va y avoir des liens de cause à effet, des choses qui s'entraînent ici et là. Bon, je vais peut-être pas faire un cours ou du moins reprendre ce qu'on pourra retrouver sur Internet quant à la définition de chacun. Vous avez déjà bien C'est abordé la intéressant, chose. tu as dit que c'était la prolactine et Oui, ça, c'est quand au moment, tu parlais à un moment donné, tu parlais de dopamine, ce qui a trait à la motivation et effectivement au système de récompense. C'est quoi ce système préfrontal que j'ai plus le terme en tête, ou c'est ce que c'est le système d'inhibition de récompense que ça me revienne. C'est au niveau orbitofrontal, le cortex préfrontal. Je vais chercher le terme, j'avais plus en tête. Bon, plus précisément, ça revient au même, hein, c'est cortex orbitofrontal. Et effectivement, le lien qu'on peut faire avec la pornographie, c'est que ce système, ce système de récompense, de relâchement après avoir pratiqué, qui lui a trait plus à la prolactine et aux endorphines, la dopamine par rapport à la motivation et au système de récompense, c'est quelque chose qui est étroitement et extrêmement utilisé et mis en exergue face à un film porno, parce que, et là on rentre dans un autre aspect, on pourrait penser que la pornographie, souvent on l'entend dire, ce n'est qu'une image, ça n'est pas la réalité. Chose qui peut-être relativement pouvait être vraie jusqu'à il y a quelques décennies, mais avec l'arrivée du film, puis du cinéma, qui après est devenu cinéma en passant du noir et blanc à la couleur, ensuite aux pixels qui sont augmentés, puis à l'hyper-réalisme, à l'impossibilité de faire la distinction entre la télé et la réalité, très qui clairement met place à la 3D. On a réellement une plan à ce à quoi on est confronté, c'est-à-dire l'image qui n'en est plus une en fait. Et il se passe hormonalement et entre autres effectivement par le système de récompense et également par qui est le système, la zone dont j'ai parlé orbitofrontale, cortex orbitofrontal pardon, plus précisément. Il va y avoir des choses qui vont se passer qui ne sont pas de l'ordre du naturel. Alors on pourrait parler effectivement du Denisovien, de nos ancêtres, etc. Avant qu'on approfondisse un peu plus le sujet, est-ce que bon après c'est vrai que bon, on comprend parfaitement ce que tu dis sur le boom technologique qui a carrément changé le milieu de la pornographie et donc l'impact sur les individus. Mais juste quand même pour revenir sur les premières choses que tu as dites, tu as parlé, donc moi je parlais de dopamine, on est parti sur ça, le système de récompense, et tu as parlé de prolactine et d'autres choses qui faisait allusion aux échanges hormonaux entre les individus, il me semble. Oui, alors bon, t'as la prolactine et les endorphines, ça c'est un peu le sentiment qu'on va avoir également de relâchement, de plénitude, de bien-être, un petit peu cet aspect un petit peu de devenir amorphe, lymphatique, après même la masturbation ou après avoir mangé et avoir un sentiment de satiété, et qui peut effectivement, si on le répète de trop d'ailleurs, de rendre la personne amorphe et comment on appelle ça déjà, il y a la procrastination comment Bitomanie, non? Non, je connaissais pas. C'est un vieux terme, mais ah mais ça existe vraiment en plus, c'est pas une oui, bah oui. Ah je croyais que c'était une plaisanterie. Et en tout cas, une trop grande dose, des choses qui effectivement devraient être vécues quelquefois, ou devraient être un objectif poussant la personne à mettre en place un ensemble d'actions, d'organisations et à conquérir le monde. Lorsque la chose arrive de manière aussi directe et et en grosse dose comme ça peut rendre la personne effectivement amorphe socialement, plus facilement domptable. Ça peut même, au niveau de la plasticité cérébrale, la matière grise lourdement entraver celui-ci, j'entends le cerveau, au niveau de certaines zones, mais d'autant plus quand tu sais que les enfants voient du porno de plus en plus jeunes maintenant, à un moment où la plasticité de leur cerveau est au maximum de leur apogée, il est indubitable que le cerveau nécessairement se forme pas comme il aurait pu le faire, et que la question à savoir si donc il y aura
des addictions ne se posent même plus. Et ça, c'est presque un effet presque minime à la limite. Oui. J'aimerais rebondir quand même sur tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que notamment sur la dopamine et le système de récompense, alors ça c'est très bon côté de fait de prendre des habitudes de vie saine parce qu'on se récompense pour tout simplement parce qu'on s'est apporté un apport calorique suffisant, parce qu'on a fait des actions qui nous renforcent. Mais le problème de ce système, c'est que ça peut aussi renforcer des habitudes qui justement sont contre nous. C'est-à-dire que la pornographie ou le fait par exemple de manger trop ou d'autres habitudes de vie malsaines, le fait d'éviter d'aller à certains endroits parce que ça nous apporte des angoisses, à un moment donné, on va prendre ça nous apporte un plaisir immédiat, et ça va être, au fur et à mesure qu'on prend l'habitude, ça va être donc renforcé par la dopamine. Le problème, c'est que, comme a dit Xavier, quand on veut atteindre quelque chose à long terme, en général, il n'y a pas de plaisir immédiat, ça implique même parfois des efforts et de la souffrance. Et donc, pour reprendre l'exemple de la pornographie, comme on peut se libérer et se sentir bien très facilement avec l'association pornographie et masturbation, on n'a plus tellement la motivation d'aller chercher du sexe auprès d'autres êtres humains, notamment des femmes pour les hommes, et vice-versa. Et le pire, c'est qu'après la dopamine, comme ce que tu ressens au départ, c'est du bien, hein, tu te sens libéré, tu as une pulsion qui est accomplie, hein, c'est la base de la pyramide des besoins, c'est quelque chose qui te fait du bien, donc ton habitude de vouloir faire ça va être renforcée. Et il y a plein de trucs qui peuvent être comme ça, quoi. Ça peut être pareil pour la nourriture. Beaucoup de gens angoissés deviennent gros. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que non, mais ils ne mangent pas comme 4. Non, c'est pas la question. C'est qu'à un moment donné, tu vas voir que le fait de prendre des aliments, le fait de manger, ça va te soulager de l'angoisse parce que c'est un besoin primaire qui est accompli. La satiété, ça t'aide. Et donc, ça va te renforcer, puisque ça te fait du bien alors que tu es beaucoup angoissé, tu vas avoir tendance à renforcer cette habitude et petit à petit adopter un comportement qui t'est défavorable, comme l'obésité, c'est mauvais pour la santé. Ouais, je vois parfaitement de quoi tu parles parce que justement, enfin, c'est un des aspects aussi qui est incontournable avec la pornographie, c'est-à-dire que une personne adulte qui est expérimentée, qui a tout ce qui vie, une personne équilibrée, donc, qui va consommer un peu de pornographie une fois par mois, par exemple, ça aura forcément un impact beaucoup moins nocif que sur une personne qui est en dépression, qui traverse une période difficile, qui va du coup consommer excessivement, soit que ce soit le porno 6 fois par jour, vider son frigo, tomber dans l'alcool, les drogues, etc. C'est un état psychologique. En fait, tu es en train de nous expliquer que le consommateur compulsif qui est dans un état dépressif ou désagréable... Non, même sans être dans un état dépressif et désagréable, c'est sûr que ça rend le terreau beaucoup plus favorable. Mais le fait est que comme tu as un plaisir immédiat, tu as une sensation de bien, dans ton cerveau, c'est associé à quelque chose qui te fait du bien, et donc après, tu as un système de récompense qui se met aussi par rapport à ça. Alors qu'à long terme, c'est un comportement qui va te faire du mal. Mais en général, c'est au premier abord, si tu veux, au premier abord, on juge les choses, est-ce qu'elles nous renforcent, est-ce qu'elles nous font du bien, ou est-ce qu'elles nous font du mal, est-ce qu'elles nous affaiblissent. Et après, la vision à long terme, c'est pas du tout la même zone du cerveau, quoi, c'est clair. Bon. TV, tu viens de dire une chose importante il y a quelques instants. Tu viens de faire la distinction entre une personne qui consommerait qu'une fois par mois de celle qui, de manière frénétique, chaque jour, de manière boulimique, ne pourrait s'empêcher de le faire. Et au point même d'en souffrir, en fin de compte. Mais le simple fait de faire la distinction, comme on pourrait le faire pour le cannabis, mais le simple fait de faire la distinction engendre en fait une notion de porno qui serait donc acceptable et de celui qui le serait moins, d'une consommation qui serait bonne ou d'une consommation qui le serait moins. Alors après, derrière, j'ai mon explication. Enfin, c'est peut-être pas une explication, mais en tout cas des pistes de réflexion pour justement, maintenant qu'on a parlé de la dopamine, je pense que c'est intéressant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je t'en prie, Xavier, commence, vas-y. Développe. Oui, je veux dire un peu glisser dessus directement. Ce que je veux dire, c'est que bon, déjà, il faut faire la distinction. Il y a trop de choses à dire entre les hommes et les femmes. Oui, parce que maintenant,
un bon nombre de femmes, et non pas que pour accompagner leurs hommes. Et d'ailleurs, quand ils accompagnaient leurs hommes, c'est parce qu'eux-mêmes étaient traumatisés. Et donc, par cela, ils essaient. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que le fait de parler de porno qui serait éthique ou moins éthique, le fait de parler de pratique de celui qui le regarde, c'est-à-dire de par sa fréquence, comme étant profitable pour lui ou moins bon pour sa santé, est une manière qui a permis, je parle même au passé, que d'avoir immiscé et introduit le porno et avoir fait qu'aujourd'hui, bon, maintenant, effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on en appellera accès. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on voudrait faire croire, et surtout au vu des méthodes maintenant qui sont hyper réalistes, qui permettent de vraiment vivre la chose en la voyant vraiment dans le détail, auparavant était quand même dissocié de la vie de tous les jours. Il y avait quand même quelque chose qui était plus ou moins comme tabou. Au même titre que les sextoys, que les femmes se foutent, on appelle réellement en fait des gommichets, c'est de la neuve-langue, là. C'était pas quelque chose si, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire en montrant des bouts de bois ou des pierres qui soi-disant servaient à telle ou telle chose dans certains milieux très fermés. C'est comme si on prenait en exemple aujourd'hui des boîtes à partous en disant regardez ce qui se passait en 2018, toute la société partousait. Non, c'est des endroits très... C'est pas faux non plus, quoi, mais je plaisante. Et donc, si tu veux parler du porno comme étant un porno éthique ou moins éthique, parler du porno comme étant consommé de la bonne manière ou de la mauvaise manière, déplace le problème de telle sorte qu'on envisage le porno comme quelque chose d'absolument banal. Et on va l'aborder comme étant quelque chose comme bon, les tomates c'est très bien, mais si t'en prends trop, comme l'eau d'ailleurs, si t'en prends trop, eh ben ça peut être aussi mauvais pour la santé. De telle sorte que maintenant, on en est à cette étape, c'est-à-dire consistant à ce que maintenant, c'est le discours. On nous explique, demain, la porno n'est plus de savoir si le porno est bien ou mal. L'important, c'est de savoir quel porno nous laisserons à nos enfants pour demain. Et tu en es témoin, toi, VTV, parce que tu avais orienté vers je ne sais plus quelle chaîne, quelle vidéo. Tu t'en souviendras certainement, toi. J'ai visionné. Et c'est effectivement ce qui maintenant, là, tout fraîchement, commence à se dire, et qui était largement prévisible. La question est pour moi décentrée, ça a permis que tout ça évolue. Bon, je vous laisse reprendre. Juste pour répondre sur le sujet de la vidéo que j'avais partagée, c'était une émission qui parlait des us et coutumes vis-à-vis de la pornographie dans un cadre que je qualifie de faux débat, où il y a un faux opposant qui est soi-disant contre la pornographie, et puis qui finalement gentiment nous amène sur la pédophilie ou la pornographie infantile ou des choses qui sont complètement tabous à l'heure actuelle et très difficiles à aborder comme sujet, qui gentiment se banalisent en fait. C'est voilà. Je t'en prie, Philosophe Fischer. Enchaîne, tu allais dire quelque chose? C'est vrai que je voulais rebondir un peu de nouveau sur ce qu'a dit Xavier, parce que c'est très important. Effectivement, on est en train de nous faire passer la pornographie comme quelque chose de fondamentalement acceptable, comme les drogues d'ailleurs. Si quelque part tu as l'esprit du bon consommateur raisonnable, moi je trouve que c'est un piège très dangereux. Parce que, bon, voilà, je vais pas mentir, étant donné ma situation, j'ai été quand même un gros consommateur de porno pendant toute ma vie, et ça m'a d'ailleurs fait beaucoup de mal. Hein. Mais le truc, c'est qu'à un moment, dans l'état normal de l'être humain, lorsqu'il a du sexe, qui est aussi un des besoins fondamentaux, il n'y a pas besoin de pornographie. Ça ne viendrait à quelqu'un qui a une sexualité saine et régulière, ça lui vient même pas à l'idée. Donc, moi, je me dis, l'un dans l'autre, déjà, la pornographie, c'est un substitut. C'est un substitut à quoi? C'est un substitut à la misère sexuelle et c'est de plus en plus grave, c'est aussi un substitut à la misère affective. Et donc, là, je pense qu'on est vraiment, en tout cas pour moi, au cœur du problème, parce que on nous dit, oui, mais il y a la bonne pornographie et la mauvaise pornographie. Moi, dans une société où les gens ont besoin de regarder de la pornographie, pour moi, c'est une société où les gens sont seuls. Parce que s'ils avaient du sexe normalement, moi, je sais pas, c'est comme pour moi, c'est une société où les gens ils sont obligés de bouffer de l'écorce de sapin. Et puis à un moment donné, ils sont dans la discussion, mais franchement, là, on est en train de s'empoisonner. Est-ce qu'il ne faudrait pas réguler notre consommation d'écorce de sapin? Mais les mecs, s'ils avaient une alimentation saine et équilibrée au départ, qu'ils n'ont peut-être pas, ils ne se poseraient pas la question si ce serait bon de bouffer de l'écorce de sapin, quoi, tu vois. Désolé pour la métaphore un peu alambiquée. Non, mais au moins on voit très clairement où tu veux en venir.
je pense que ça va encore plus loin que ça, que c'est encore plus profond que ça. Charlie, un avis sur la question? Moi, je dirais, alors que il y a certains types de porno. Il y a les pornos hard, où c'est des scènes hard, hein, où la fille se fait cracher dessus, etc. Pour rester. On parle de catégorie. Voilà, il y a différentes catégories. Et puis, il y a quelque chose qui est plus. Qui est du hard un petit peu plus soft, disons, qui est entre les deux. Et il y a des vidéos, en tout cas pornographiques, des films pour adultes, que l'on pouvait bien souvent avoir dans les années 80, 70, où c'était vraiment le fait d'aller chercher la cassette chez le marchand. Donc c'était vraiment, si vous voulez, il y a vraiment une évolution dans le porno dans ça. Et ce porno représente déjà un peu plus la réalité. Je ne dirais pas que c'est totalement la réalité, puisque le but étant de faire quand même un minimum de sensationnel, parce que des fois c'est... le but n'est toujours pas de faire de la performance, mais de prendre du plaisir. Donc voilà. Et si vous voulez, moi, je suis contre certains pornos. Voilà, par exemple les trucs bukake ou les filles qui se font complètement démonter, cracher à la gueule, insulter de sale pute. Ça me dérange un petit ça me dérange beaucoup plus que des vieux films porno des années 70 où c'était vraiment ce que l'on retrouve sur Arte maintenant. C'était plus de l'érotisme en fait. Tu vois, à la base, le porno, c'était un érotisme plus poussé où on pouvait voir les parties intimes, la poitrine pour la femme, le vagin, le pénis, les fesses. Et donc, c'était un érotisme un peu plus extrême, disons. Et ça a commencé à dériver. Et je pense sincèrement que la base de la pornographie n'était pas mauvaise en soi, c'est-à-dire que il y a certains couples, certaines personnes qui ne savent peut-être pas certaines choses, ont envie de tester certains lieux, et en voyant avec ces films-là, qui sont quand même très proches de la réalité, en tout cas pour les anciens, donc 70-80, donc c'était un petit moment, je dirais que ça s'approche plus de la réalité, et ces gens-là trouvaient des idées, se disaient putain c'est pas mal quoi. Et c'était pas vulgaire, je sais pas si, j'arrive pas comment l'expliquer, mais entre un film pornographique des années 70 et un film pornographique que vous pouvez maintenant avoir par exemple en page d'accueil sur Pornhub, sur YouPorn ou d'autres sites, vous verrez très bien qu'il y a une très grosse différence. D'ailleurs, c'est un peu malaisant quand on regarde les pornos des années 70-80. Je vous invite à regarder juste par curiosité. C'est vraiment, c'est vraiment le rush brut. On voit toute la scène. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus naturel que ce que l'on retrouve maintenant. Donc, moi, je dirais que le porno de maintenant me dérange, mais celui des années 70-80, pour moi, n'était peut-être pas si mauvais, tant que ça arrivait à combler une minorité, surtout que à ce moment-là il n'y avait pas autant de problèmes au niveau des rapports affectifs et sexuels. Donc voilà, enfin moi je suis un petit peu mitigé honnêtement, hein. Moi le porno maintenant je hais ça parce que c'est vraiment la femme c'est la pute, c'est un objet, ou pareil pour le mec qui est seul avec 4 nanas et qui les défonce toutes, ça fait un peu la bite sur patte. Je suis désolé du terme, mais bon. Alors qu'auparavant, je trouve que c'était différent. Je sais pas si vous avez déjà regardé des films porno par curiosité des années 70-80. Je trouve que tu réalises un petit peu aussi, quoi, mais bon, j'en parlerai quand ce sera mon tour. Si vous me permettez, je trouve que déjà, tous vos raisonnements sont franchement intéressants, les uns à mettre avec les autres. Bon, je note que Xavier, pour résumer un petit peu, Xavier nous dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais porno et que l'un dans l'autre, en fait, quand on parle de bon porno, c'est pour derrière légitimer le mauvais porno, mais en fait que la pornographie dans son ensemble, pour des raisons qui s'expliquent, on a parlé de la dopamine, donc on arrive gentiment sur l'aspect un peu addiction et dépassement de du plafond en fait acceptable, quelque chose qui est immoral dans les années 70-80 comme le note Charlie devient tout à fait banal et accepté dans nos mœurs aujourd'hui. Bon, je note aussi que Philosophe Fischer, toi tu disais que moi, c'est un dévoiement de la sexualité humaine, quoi. Voilà. Quelque part, c'est le symptôme, si tu veux, c'est le symptôme du nihilisme de notre société, des problèmes de relations humaines, quoi.
lié à nos comportements vis-à-vis de notre société postmoderne qui génère ça montre, pour moi, c'est un symptôme qu'il y a un truc de pourri au Royaume de France, quoi. Et en Occident en général, quoi. Il y a une chose qu'il faut peut-être souligner, c'est, bon, je vais le faire de manière assez courte, il y a tellement de choses que je n'ai pas dites là, et de toute façon ça prendra trop de temps, mais je soulignerai juste une chose, c'est que l'on entend souvent de nos jours, et surtout depuis très peu, là, vous l'aurez remarqué, des gars, bientôt ça sera la place des femmes, vous inquiétez pas, ça va venir, dire, parce que c'est obligatoire, faut le dire, presque pour être accepté. Moi aussi, je me masturbe. Moi aussi, j'ai regardé des films pornographiques. Et je ne vise pas philosophie Fischer-Stahl tel qu'il l'a fait il y a quelques instants. C'est général. Et il y a ce besoin de dire moi aussi. Et d'ailleurs, même maintenant, je suis moi aussi, parce que je suis humain. Ça n'est pas parce que vous avez été victime, plus ou moins, ça dépend comment vous voyez les choses, le fruit de l'ère actuelle, que donc vous avez consommé, que vous êtes tombé dans des travers ou pas, à vous de voir, à considérer la chose, que donc pour éviter des pics hypocrites, ça vous oblige d'avoir à le dire, mais au-delà même de le dire, parce que vous êtes amené à le dire pour être honnête, devoir même considérer que donc c'est pas mal, et que, pas, j'entends mal, dans le sens où vous voudrez punir la personne qui pratique, mais qu'en tout cas, c'est pas le fait d'une situation. Que vous ayez vu du porno ou pas, que vous ayez fait telle ou telle chose dans l'intimité, en aucun cas vous êtes obligé que d'avoir à faire un inventaire pour être honnête, et en aucun cas on a à prendre en considération ce qui est la résultante du monde dans lequel on est, pour pouvoir légitimer éventuellement la suite. Parce que ça, malheureusement, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est ce qui a permis que le porno atteigne le stade auquel il est aujourd'hui. Et ce qui arrive demain, y compris qui visera maintenant, qui vise les enfants avec Pierre Human Soul et tout le reste. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est absolument jamais abordé par personne, mais n'oublions pas quand même, messieurs, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord là-dessus, la vie sexuelle fait partie du domaine privé. Oui, clairement, oui. Très clairement. Voilà, la vie privée des individus. C'est quoi cette question? C'est une question, non, mais c'est presque ridicule de la poser, j'en conviens. Le public, des fois, c'est sympa, quoi, ça rajoute un peu de piment, mais en privé, quoi. Personnellement, tout peut se poser comme question, tout peut être remis en question, ça n'est qu'une question de temps. Alors maintenant, si vous voulez être à l'avant-garde, vous voulez des vrais artistes et des vrais gens représentés et reconnus, peut-être faudrait-il effectivement considérer le fait que ça puisse être public. Ce serait peut-être une marque d'avance et puis de légèreté d'esprit. Mais c'est sûr que pour correspondre à la doxa et au système tel qu'on nous le sert, aujourd'hui, c'est la meilleure chose à faire. Hein. D'ailleurs, le mieux, c'est d'être pro-trans, pro-LGBT, voilà, il faut aller en gay pride absolument, il faut, voilà. Si tu veux, l'être humain idéal aujourd'hui, c'est la copine d'Usul, quoi. Enfin, le copain, enfin merde. C'est minorité sexuelle, problème dans l'enfance, et je pense qu'on va pouvoir y venir. C'est le tiercé gagnant, quoi, tu vois. On va y venir de toute manière, c'est incontournable. Et puis je pense que de toute manière, les sujets les plus croustillants seront sur la fin de la table ronde. Là, pour l'instant, je préfère qu'on continue à progresser un petit peu. J'aimerais juste poser une question, juste une minute à Xavier. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence, par exemple, entre le porno, donc les films pornographiques des années 70 et les films porno de nos jours, par exemple? J'allais te répondre, Charlie, mais vas-y, Xavier. Non, mais je vais faire court en ce cas-là. Je vais faire au mieux. Déjà d'une part, parce que contrairement à ce qu'on va faire croire, toutes les couches de la société n'étaient pas concernées. Et puis, d'autant plus, c'était souvent du libertinage entre personnes d'une classe sociale assez élevée. Il n'y avait pas encore le même impact qu'il y a aujourd'hui, et aussi, ça n'était pas aussi normatif que ça l'est aujourd'hui. À cette époque-là, dans les années 60, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il y avait aussi une banalisation de la pornographie. Vous l'avez pu le constater, ça s'est recriminalisé, il y a eu pas mal de lois qui sont passées entre-temps. On pourrait croire que donc maintenant on n'est plus dit bon, on est puritain, etc. Oui. Alors que c'est totalement l'inverse, au même titre qu'on pourrait croire qu'il y a une récession des pratiques sexuelles, alors que les conséquences chez les femmes, au vu de leur passif sexuel chargé qui est lourd, est bien plus lourd sous d'autres aspects qu'auparavant, de par leur nombre de partenaires qu'elles ont eu, et d'un ensemble de choses. Alors, le porno, donc, on voit, déjà était moins réaliste. Il était moins réaliste parce que déjà, c'était pas filmé de manière aussi avancée que maintenant. La plupart des filles en province, et même s'il y avait toujours celles qui étaient dans les grandes villes, les mégapoles ou autres, et même les filles un peu plus olé olé,
étaient au courant, ou les personnes certaines un peu bobo, mais la plupart des femmes, statistiquement, vous pouviez avoir accès à des femmes qui n'avaient jamais vu de bite en érection dans des films comme ça restait quand même plutôt tabou, même dans les années 60 et 70, contrairement à ce que l'on a bien voulu faire croire pour légitimer la généralisation de la putification des femmes. Alors, débunker ça, parce que c'est une légende. Peut-être juste avant de vous laisser place, parce que tu m'avais posé une question tout à l'heure, parce que par la suite ce serait peut-être plus le moment, tu me parlais effectivement des hormones, mais il y a l'effet Coolidge qui est à connaître. Alors il y a beaucoup d'effets, il y a l'effet Vanderberg, il y a l'effet Liebout, il y a l'effet Witten, et l'effet, je sais plus c'est quoi, l'effet Bruce, ouais. Je m'en souviens parce que ça me fait penser à Bruce Wayne de Batman. Toujours est-il que quand vous regardez le porno, il y a une étude qui a été faite, alors je ne vais pas me souvenir des chiffres et tout ça, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, abandon de femmes et de style, même des niches qui sont visées, génère un effet qu'on appelle donc l'effet Coolidge. Et en biologie et psychologie, c'est le phénomène de performance sexuelle répétée chez un mâle, qui fait qu'un mâle qui est au contact d'une femelle après avoir couché avec elle, il y a un peu d'endorphine puis au bout d'un moment, il peut effectivement pas s'enlacer, mais ce qui est sûr, c'est que dès lors que tu ajoutes d'autres femelles qui sont on a eu des tests qui étaient faits sur des rats, de ce que je crois me souvenir, et lorsqu'on a ajouté d'autres femelles, presque éternellement, jusqu'à l'épuisement total, il pouvait à nouveau avoir ces pulsions à bloc. Et en fait, la multiplicité des offres, le porno, crée un effet Coolidge, et ça est étroitement lié avec la dopamine dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'effectivement, très intéressant. Très intéressant. Connaissez pas ce dopamine qui est juste sur le système limbique. Alors, j'invite les auditeurs qui sont en train de consulter la vidéo à mettre pause et à aller faire leur recherche directement sur Google. En tout cas, moi, je compte bien le faire quand on aura mis la vidéo en ligne, enfin l'audio. Pour ma part, sur la question, ce que je voudrais noter, c'est que, alors bon, étant donné que je ne connais pas ces phénomènes, je ne peux pas tout à fait y répondre pour l'instant, mais c'est intéressant à garder dans un coin de l'esprit. Je note aussi que dans tout ce qu'a présenté Charlie, il a fait allusion aux catégories de porno. Alors bon, je ne vais pas les énumérer ici. D'ailleurs, moi personnellement, je ne vais pas faire de promotion particulière. Pas que, je veux dire, on va déjà parler de manière assez crue ce soir. Je pense que les gens sont largement capables de même d'aller voir leur site, leurs adresses, etc. Donc différentes catégories. Une évolution du milieu de la pornographie, et il a fait allusion à l'érotisme. Et je tiens à faire un distinguo très, très net. L'érotisme, c'est quelque chose qui est bien séparé de la pornographie. Il y a de la peinture érotique, il y a de la peinture de nu. C'est très ancien, ça fait partie de la culture française aussi. Hein. Oui. Il y a de la littérature érotique. Et il y a surtout de la beauté dans l'érotisme, vous voyez. Alors que dans la pornographie, il y a simplement de la pulsion. Il n'y a pas de beauté dans le porno. Je pense surtout que c'est dans le porno d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, Charlie, si tu me permets de te répondre, parce que sinon j'arriverai jamais à finir. Tu as aussi dit qu'il y avait une certaine notion de désacralisation de la femme dans le porno d'aujourd'hui. Alors, tu as vraiment insisté là-dessus. Justement, je trouvais que c'était intéressant pour enchaîner sur ce que moi j'avais pris comme petite note. Alors, j'ai noté l'usage du porno en libre accès et gratuit, même aux plus jeunes, est potentiellement capable, suite à un usage prolongé, de générer plus d'excitation qu'une partenaire réelle, ou qu'un partenaire pour les femmes. C'est parce que cette note concerne aussi les femmes. C'est-à-dire que, avec tout ce qu'on vient de s'expliquer, il faut savoir que, voilà, moi, mon avis sur la question, un individu qui décide de visualiser un porno et de se taper une branlette là-dessus, il va fournir aucun effort. C'est très facile d'aller se connecter, d'aller sur n'importe quel site, peu importe, de visualiser que ce soit une vidéo de 2 minutes ou un truc d'1 heure, avec plusieurs partenaires, un seul partenaire, toutes les catégories comme le disait Charlie. En fait, en vérité, il n'y a absolument aucun effort intellectuel, aucun effort physique, ou sinon dérisoire, négligeable.
Et pour obtenir cette décharge de dopamine, alors bien sûr, au départ, c'est une décharge de dopamine, un shoot, comme le premier shoot d'un drogué. Je vous avais dit qu'on enchaînerait un petit peu sur cet aspect-là. Pourquoi toujours comparer le porno au shoot de drogue dure? C'est parce que, je reprends brièvement, sa consommation ne déclenche pas de saturation. La drogue dure, c'est un peu comme une sorte de piratage du cerveau qui empêche normalement les sécrétions naturelles, si on peut dire, les sécrétions propres au corps humain, de se déclencher, de dépasser les maximums autorisés, si vous voulez, par la sécrétion que l'homme arriverait de lui-même à fournir. Par exemple, pour ce qui était de la bouffe, on en a parlé, il y a la satiété. Pour ce qui est du coït ou de l'acte à préciser, qui permet en multipliant les partenaires, bon, je ne savais pas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que quand vous avez fini en général, on dit souvent dans nos milieux qu'un homme qui a fini de jouir, donc soit éjaculation, branlette ou après avoir couché avec sa femme, eh bien, dans son esprit, toutes les femmes perdent 2 points sur leur VMS. C'est-à-dire que une fois qu'il a réussi à satisfaire cet aspect de ses besoins, donc le désir sexuel, eh bien, voilà, il y a naturellement une sécrétion hormonale. Alors peut-être qu'on doit taper juste quand on cherche un petit peu du côté de ce que nous disait tout à l'heure Xavier. Endorphine, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui se passe avec le porno, c'est que le parallèle avec la drogue se fait à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez, vu que vous ne consommez aucune énergie, vous avez juste la décharge de dopamine et vous pouvez la multiplier, en fait. Vous pouvez la multiplier indéfiniment parce que votre cerveau développe une forme d'accoutumance. Comme vous vous en doutez, quand vous prenez trop de médicaments, ils font beaucoup moins d'effet parce que votre organisme est programmé pour se défendre comme ça contre les états non naturels, si on veut. Donc, si vous prenez tous les jours des médicaments, au bout d'un moment, ils ne feront plus aucun effet. Votre corps va vous immuniser progressivement contre cette molécule. C'est exactement pareil avec la décharge de dopamine répétée. Si vous vous branlez 2 ou 3 fois ou 4 fois ou 6 fois par jour, finalement, au bout d'un moment, votre cerveau va vous accoutumer à ça et vous allez être nettement moins excité. Donc, vous allez vouloir augmenter la dose. L'accoutumance, tu veux dire, c'est ça? Voilà, vis-à-vis de l'accoutumance. Donc, du coup, vous allez naturellement avoir besoin d'aller taper dans des films qui seront peut-être un peu plus violents, un petit peu plus osés, avec des pratiques qui sont un peu plus hardcore, comme le disait Charlie tout à l'heure. En fait, quand on suit un petit peu, alors moi, je n'ai pas creusé mes investigations très loin, hein, j'ai vu que les premières photos de porno, c'était quelque chose comme 1850, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, à vérifier. 1850, il y avait une dizaine de photos de porno en circulation. Déjà pour les avoir, comme le disait Xavier, c'était une question de classe sociale parce qu'il fallait se les permettre de se les payer, ces photos, parce qu'elles étaient hyper chères et il y en avait très très peu. Et il fallait avoir des contacts, etc. C'était des ventes sous le manteau parce que la société était patriarcale, c'était très mal vu, c'était une société traditionnelle, hein, donc c'était très très mal vu. Voilà, disons qu'il y avait des garde-fous, en fait, si vous voulez, qui vous empêchaient techniquement, mécaniquement, de passer au stade supérieur. Or, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la gratuité de ces films, leur opulence sur Internet, c'est qui aujourd'hui dit qu'il a des difficultés à trouver un film porno? C'est impossible. Du moment où on a une connexion Internet, voilà. Donc, voilà un petit peu l'axe que j'aimerais bien aborder un petit peu avec vous. En sachant que, comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on parle donc de l'accoutumance un petit peu et du fait qu'on est obligé de passer au stade supérieur. Ça induit une orientation progressive vers le hardcore et tous ses dérivés. Vous voyez, toutes les catégories, tout ce qui est BDSM, tout ce qui est ce type. J'aimerais bien répondre en premier. Ouais. D'accord. Alors moi, je pense que c'est une drogue déjà de base, hein. Donc si vous voulez, à partir du moment que
vous avez une habitude et que vous avez nécessairement besoin d'un service ou d'un objet pour avoir votre sécrétion de dopamine, hein, que ce soit du sucre, le tabac, l'alcool, la pornographie, j'en passe et des meilleurs. Bon, et ben finalement, moi je le considère comme une drogue. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la définition chez l'OMS. Donc, si vous voulez, pour moi, le porno est une drogue douce à la base. Bien évidemment, ça dépend. Hein. Si la personne a été, on va dire, éduquée dans une famille très violente ou a eu peut-être une expérience sexuelle assez hard, peut-être des attouchements ou d'autres choses qui quand même touchent le domaine de la sexualité, qui font un choc, qui endurcissent. Moi je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont prédestinés à commencer par du porno doux, ce que j'appelais en fait tout compte fait du porno soft, hein. C'est bon, une petite claque sur les fesses, un petit crachat sur la gueule, voilà. Et il y a le porno un peu plus hard, voilà, où bon, la fille se fait défoncer par 4 blacks. Donc Charlie, je note que pour toi, un petit crachat sur la gueule, c'est du soft. ah bah écoute, de nos jours sur les sites de cul, ouais, c'est du soft, hein. Moi je te dis, hein. Ouais, bah, de nos jours. Après, moi, si je peux rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, c'est déjà, moi j'ai un désaccord fondamental. Enfin, je sais pas, Charlie, si tu avais fini, je t'ai coupé, mais. Ah ouais. Non, bah après, donc je pense qu'il y a des gens qui commencent d'une certaine base, on va dire. C'est un peu comme tout, hein. C'est comme il y a des gens qui sont, entre guillemets, prédestinés à être beaucoup plus accros au tabac, beaucoup plus accros à l'alcool. Malheureusement, dans tous les cas, ça emmène vers une descente aux enfers. C'est comme la cocaïne, au début c'est bien, ça fait du bien, c'est cool, etc. Et bon, à la fin, si vous n'avez pas votre rail de coke, vous êtes prêt à tuer n'importe qui. Donc si vous voulez, il y a une échelle, et ben, des fois on commence pas au même étage. Voilà. Donc ouais, il y a une dépendance plus ou moins forte selon le passé. Moi je le dis, hein, une personne qui a été violentée ou qui a eu une éducation très stricte, très dure, très violente, aura plus de facilité à aller dans des films pornographiques bien plus violents. Après c'est comme tout, en gros, hein. C'est comme tout. C'est radicalisation un peu, je dirais, ouais. Ouais. Tu nous dis que les gens ont parfois une prédisposition par rapport à leur vécu à être beaucoup plus sensibles à la pornographie hardcore et tous ses dérivés. Oui, complètement. Et tu nous dis d'autre part, tu nous dis en fait que il y a des événements dans la vie qui peuvent survenir qui contribuent également à accentuer, bah, en fait, moi je le vois comme une radicalisation. Je vais être honnête avec vous, les gars, je le vois comme une radicalisation. C'est à un moment donné où ça devient tellement hard que il y a eu quelque chose, il y a eu un moment où il y a eu un déclenchement pour que ça devienne ainsi. Donc voilà. Bon, je laisse plutôt, Philosophie Fischer-Stahl parler, excusez-moi. C'est bien, tu t'es repris. Alors moi j'ai un gros désaccord là-dessus, c'est-à-dire que tu parles justement d'échelle ou de descente aux enfers, c'est-à-dire que tu prennes un pistolet à poudre noire, prennes une bombe nucléaire, c'est une arme, ça reste une arme, quoi. Ben moi le porno c'est pareil, que tu prennes une sous le manteau des années 1850 ou un film soft des années 70 ou le porno actuel où tu as 4 blagues qui tronchent une jeune femme, ben, du porno ça reste du porno, quoi. Et voilà, c'est ça pour moi. Pardon, j'ai pas compris. C'est quoi, t'as dit? Bite en érection. Donc, Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. À un moment donné, pour moi, si tu veux, c'est quand il y a une descente au fer, que ce soit la première marche ou la glissade de fin, c'est le tout d'un ensemble malsain qui t'emmène à un endroit où tu dois surtout pas aller. Et justement, aujourd'hui, tu parles très bien de dire qu'avec la déstructuration actuelle, les gens sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus aptes à se laisser avoir par ce genre de piège. J'en sais quelque chose. Bah justement, au moment de dire là, non, c'est là pour le coup, pour moi, il faut être un petit peu fanatique, et c'est peut-être l'hôpital qui saoule la charité. Mais à un moment donné, si on ne fait pas y entendre une autre voix où on dit non, la pornographie, ça a un effet malsain sur vous, point, que ce soit celle de départ ou celle de fin, ben, on n'arrivera pas à récupérer des gens qui justement sont déstructurés et qui vont vouloir entendre que non mais au commencement ça peut te faire du bien et tout ça, il faut juste que tu fasses gaffe. Mais, pour moi c'est là
c'est là vraiment qu'est le danger, quoi. Dans une société sans garde-fou comme le patriarcat, sans frontières, avec du porno accessible à tous, quoi, et même des trucs, voilà, sur le dark web, tu peux avoir des trucs beaucoup plus hard que ce qu'il y a sur le web légal, quoi, sans entrer dans les détails. C'est à un moment donné, il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment porter une voix qui est porteuse d'une conclusion et d'un jugement moral clair. C'est que voilà, le porno, c'est un dévoiement de la sexualité qui, elle, est un besoin, je le rappelle, c'est pas... mais il y a une différence très claire. C'est comme manger ou boire. C'est quelque part, c'est le porno, c'est ce qu'on vous donne pour vous empêcher de baiser, de faire des enfants, de fonder une vie de famille. Et c'est mal pour moi. Voilà. Je laisserai parler Xavier qui a intervenu. Avant que Xavier intervienne, je vais juste vite fait revenir sur quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé assez pertinent. Donc très clairement le jugement moral, il est posé. À un moment donné, tu dis que clairement, si on ne met pas en place des garde-fous, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des conséquences. Et je pense que sur ces points-là, on est bien d'accord. Petite précision néanmoins, vis-à-vis du dark web, c'est que je voulais noter. Bon, après, voilà, je vais un petit peu faire l'avocat du diable ce soir, je pense, de temps en temps. Je voulais noter que le dark web, ça me photo des années 1850 que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut vraiment mettre des moyens en place, c'est pas grand public. Le dark web, c'est possible. Si en quelques clics tu peux y arriver, c'est pas non plus très compliqué, mais reste quand même que je pense que le grand public et la majorité des gens, les gamines sur YouTube, ces gens-là, eux, il y a 50 ans, c'était des photos sous le manteau, maintenant c'est de la pédopornographie, quoi. Alors là, par contre, voilà, c'est quelque chose qui fait entonnoir. Il faut aussi le mettre sur la table. Le problème, c'est que c'est des sujets qui sont tellement sensibles que les gens sont même pas capables de raisonner sur ces sujets-là. Les gens, si aujourd'hui le grand public avait accès au dark web et qu'ils voyaient ce qui se passait dessus, je pense que ça pourrait pas passer dans l'esprit des gens. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est comme ça à l'heure actuelle, parce que c'est peut-être un projet en cours. Mais bon. Je voulais juste faire un petit point vite fait et je laisse la parole à Xavier. Je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de prendre des notes dans tout ce que vous avez dit parce que entre toi, VVTV et Mathieu, qui a dit des choses intéressantes mais assez variées, et puis Charlie qui a dit d'autres choses et ensuite Philosophie Fischer-Stahl qui a dit également des choses intéressantes. C'est vrai que c'est pas énorme, mais pour moi, il y a énormément de choses sur lesquelles on mettre les choses. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un effet qui s'appelle l'effet Coolidge. C'est pas anodin. Je commence par ça, mais c'est pas exhaustif de ce qu'il y a à dire. Pour répondre à ce que on a tout notre temps. Voilà, juste que je puisse le faire sereinement. Alors, l'effet Coolidge, il faut comprendre une chose. On va pas parler chiffres parce que j'ai pas les choses sous les yeux. Je sais même pas où est mon stylo pour noter ce qui sera dit peut-être tout à l'heure. Non, mais les gens vont vérifier de même. L'effet Coolidge, c'est ce qui permet, comment dire, c'est un phénomène qui a été observé biologiquement et psychologiquement, qui fait que quand un homme a affaire à une femme donnée, au bout d'un moment, sa capacité à pouvoir avoir une pulsion sexuelle et avoir le tonus va finir par tomber à plat. Il y a des limites. Mais dès lors il va même finir par s'habituer, si je puis dire. Mais dès lors que tu ajoutes une nouvelle femelle à son contact, donc un autre choix, tout regonfle à bloc et il recommence dès le début. Et tu peux avec 5 comme ça. C'est une spécificité propre à l'homme. La femme aussi est aussi concernée, mais pas autant. Elle est concernée par un autre effet qui s'appelle l'effet Bruce. Pourquoi je fais le lien avec le porno? On ne le fait pas en général. C'est parce que si tu veux, et là ça n'a pas été dit, c'est que face à un film porno, ce qui fait que justement, c'est intéressant dans ce que tu as dit, que la réceptivité, les récepteurs rendent de moins en moins sensibles, qu'on devrait augmenter la dose comme avec le sucre au fur et à mesure. Cet aspect boulimique, cette sensibilité qui nécessite d'augmenter la dose pour pouvoir toujours avoir son shoot et être rassuré, pour combler ses vides. Et ça, c'est une chose qu'a abordé, s'il y a trop de trucs qui ont été dit là, mais CLR 8600 entre-temps, auquel je dois répondre, ça renvoie vers mes vidéos où je parle des enfants qui ont été allaités ou pas, qui donnent donc des futures filles qui fumeront ou pas et qui seront boulimiques ou pas, et également à travers le sexe, au-delà de l'aspect alimentaire. Et je n'ai pas le temps, donc je vais revenir à ce que je disais. Donc l'effet Coolidge, en fait, si tu veux, le porno, de par sa multiplicité des scènes et des types de rapports qu'il y a et des partenaires, fait qu'il y a au-delà
d'avoir, parce que tu le constates quand tu es en couple. Quand tu es en couple, tu peux coucher chaque jour, alors qu'aujourd'hui, on couche de moins en moins parce qu'on est de moins en moins dans une relation stable. Bien que pourtant, il y a de plus en plus de nombre de partenaires. C'est que le porno, en fait, simule un changement de partenaire à chaque fois qu'un film. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a cette spirale infernale, ce puissant fond, qui fait que qu'il y a effectivement un puits qui se creuse. C'est qu'il y a ce changement de partenaire qui fait tout reprendre et qui après, lorsque dans la vraie vie on doit former ou forger quelque chose en couple avec un homme de manière monogame, durable, exclusive, il devient d'autant plus difficile de le faire parce qu'il y a une habitude, il y a un habitus quant à ce rapport à la multiplicité, au renouvellement de partenaires en fin de compte. Je parle de l'effet Coolidge pour ce qui est du mâle. La femme est un petit peu moins, d'après ce qu'on dit, un peu moins concernée. Il est vrai que c'est attribué à une augmentation du niveau de dopamine qui agit sur le système limbique. Et ça a été constaté chez quasiment tous les mammifères. Chez la femme, moi, je pense plus à l'effet Bruce, qui est, par exemple, mais il y en a d'autres, qui est l'exposition. Par exemple, quand vous avez une femelle qui est enceinte et qui est au contact de l'urine d'un mâle inconnu, ou même au contact d'un homme, un homme alpha au sein d'une entreprise, au cercle d'un cercle amical, et qui est au plus proche, semble être adulé par les congénères femelles, les copines, eh bien, cette femme-là peut absolument, à son contact, donc au niveau de la façon dont elle va le féconder et au niveau de la fertilité, si je puis dire, la réussite de l'enfantement qu'elle cherche à atteindre avec son homme, ne serait-ce que là on le constate, il y a un effet. Au contact d'un homme alpha, ce que j'entends par là, c'est que de par l'hyper-réalisme de maintenant, qui diffère de par les années 70, 80, etc., que l'on voit dans la télé, qui maintenant devient 3D en réalité virtuelle, extrêmement intrusive, extrêmement réaliste, il y a une réalité qui se substitue à l'image et au virtuel, qui avant restait assez rudimentaire, et il y a donc une simulation de changement de partenaire et l'exposition à des mâles qui paraissent être comme étant des mâles alpha, si je puis dire. Et ce qui fait que ça change énormément de choses, même sur les cycles d'ovulation des femmes, le strus. Ça change énormément de choses sur la durabilité des couples, parce qu'il y a différents effets chez les femmes. Il y a d'autres effets qui font que quand elles sont en enceinte close avec d'autres femmes, elles vont se synchroniser au niveau de l'ovulation. Il y a différents, et on sous-estime tous ces aspects hormonaux qui sont extrêmement importants. Parce que j'entends effectivement CLR 8600, je suis obligé j'enchaîne sur ça pour faire au plus court, par la suite nous expliquer qu'il y a en fonction de l'éducation que l'on aurait eue, eh bien on serait plus ou moins prompt à bien vivre le porno, à bien le consommer. Mais au même titre que quelqu'un qui a une prédisposition en fumant, en fin de compte, à avoir un cancer, il aura un cancer. Alors qu'une personne qui aura fumé toute sa vie jusqu'à l'âge de 95 ans ne l'aura peut-être pas. La cigarette reste malgré tout néfaste, et ce n'est pas parce que d'un point de vue hygiéniste, il y en a qui sont mieux constitués ou ont eu une enfance meilleure que la cigarette peut être recommandée pour les gens. Et puis indépendamment de cela, l'important n'étant pas de savoir de faire un jugement de valeur ou moral. Moi je m'en fous, porno bien ou mal, j'en pense strictement que dalle. Et je m'en fiche des catégories qui existent, du moment que ça reste dans une enceinte où les gens très spécifiques y vont de manière sans que ça soit trop facile non plus, et sans qu'on y tombe dessus comme par hasard sans le faire exprès, et sans que ça devienne non plus un modèle, et sans que ça soit intrusif dans la vie de tout le monde, et que ça change les femmes auxquelles on voudrait pouvoir avoir accès par la suite. C'est totalement différent que la question de savoir s'il y a du bon porno ou du mauvais. L'important c'est surtout comment on y accède. Est-ce que c'est pas un outil à lobotomiser les gens et à les reconfigurer? Et donc effectivement le logiciel qui consiste à dire qu'il y a des gens qui sont, il suffit de bien les éduquer pour qu'ils consomment de la bonne manière du porno et à la bonne fréquence, pour moi c'est entre autres directement banaliser le porno. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait des vidéos justement là-dessus. Donc VGTV, je sais au moins toi tu connais ma chaîne. Ah oui, je connais des vidéos par cœur. Voilà, il faut comprendre que depuis la Première Guerre mondiale, il y a d'autant plus depuis la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'il y a eu, il y a un énorme déracinement de l'architecture qui s'est perdu, tout ce qui est notre rapport à notre culture, avec l'américanisation, tout ce qu'il y a eu. Il y a eu un déracinement, et il y a eu, après toutes les centaines de milliers de femmes et millions qui ont été violées et tout ce qui va avec, il y a eu les années 20, les années folles et tout un bourrage de crâne. Après, ensuite, il y a eu Bernays avec la femme qu'on a fait fumer la cigarette, qui portait le symbole du phallus, etc. Il y a tout un matraquage après avec les années 60 progressif de sous cet embargo que l'on vit pour pouvoir faire en sorte d'atomiser la famille et entre autres rendre la femme de moins en moins satisfaite par son homme au nom d'une liberté, d'une émancipation. Maintenant on s'occupe des enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu également pas mal de femmes qui n'ont pas nécessairement allaité et qui ont utilisé effectivement du lait en poudre industriel. Et les enfants n'ayant pas eu autant de succions auxquelles ils devaient avoir accès, que ce soit par leur femme ou une tante ou une autre femme, parce que ça dépend avant en fonction du rang social, depuis des siècles, on remettait pas forcément l'enfant à la femme, et des fois on le séparait dès le début, ça dépend
si on parle de l'Antiquité, de la Renaissance, etc. Mais il y avait quelqu'un qui allaitait, il n'y a pas de lait en poudre, si tu veux. Et l'enfant qui a eu du lait en poudre, qui a fétichisé son rapport au biberon, qui est un corps étranger, intrusif, qui n'a pas eu hormonalement, phénoménalement, avec sa mère, le lien qui fait qu'il doit s'agripper au sein. En plus, on est des agrippeurs. Le côté homo erectus, il y a tout un rapport à le fait de s'agripper à la maman qui est extrêmement important pour le système cognitif et pour que le cerveau puisse se former. L'humain étant un mammifère à croissance lente, il est extrêmement important que le bébé, les premiers temps, ait accès à une femelle, d'autant plus, et qu'il y ait ces temps de succion. Dès lors qu'on le substitue par le biberon, qui en plus peut être donné par une tierce personne, en plus après avoir été à l'hôpital où il reste dans un endroit sans sa mère pendant X temps, et qu'en plus après même être le père qui donne le biberon au point même donc de se désacraliser, de artificiellement recréer un second cordon ombilical, donc ne pas avoir accès à une vraie mère et pas un vrai père non plus, fait qu'en fin de compte, l'enfant, plus tard, il va y avoir une régression mentale qui peut le pousser à sucer son pouce. D'ailleurs, je vous le dis, Xavier, si je peux me permettre. Tout ça pour ça, quoi. Non. Et là, c'est un condensé d'informations fantastique. Je suis sûr que nos auditeurs sont très contents de découvrir, parce que je suis sûr qu'aussi nous, là, autour de la table, il y en a qui sont pas, n'ont jamais réfléchi à ces notions-là. Le rapport au porno, comme disait CLR 8600, c'est que c'est un rapport effectivement à la mère, et donc il va y avoir une surconsommation de la bouffe, des cigarettes, du rapport à l'amitié entre copines hyperfusionnelles, du rapport au porno, du rapport au sexe, et ça rend des femmes absolument instables, et c'est ça qui explique ce dont parlait CLR 8600, à savoir des personnes qui vont plus ou moins, puisqu'il y a une fusion avec la mère qui roule en roue libre ou pas, à père désacralisé ou pas, rendre des enfants qui vont être dans la surconsommation et dans l'excès. Mais ça ne justifie en rien le fait que l'on banalise le porno, puisqu'en fin de compte, le porno n'est et fait partie de ce tour cohérent, de cette dynamique-là, qui est une des résultantes. Donc en voulant banaliser le porno, qui justement est la résultante de cela, pour pouvoir venir en expliquant qu'il se consomme bien ou mal, ça n'est que jouer le jeu de la chose. Ah voilà. oui, non mais moi je voulais juste le préciser, je dis pas que c'était un bon moyen, une sorte d'excuse pour les gens qui regardent du porno. J'expliquais juste que voilà, il y a des gens qui sont plus prédestinés, tu vois. Et bon, honnêtement, moi je pense sincèrement que bon, il y a vraiment un problème. Je vais juste prendre ça très rapidement, juste une minute. Je connais une personne dans une famille, pour rester très intime, où sa mère raconte des anecdotes de cul avec son beau-père à ses enfants, tu vois, si tu veux. Et cet enfant-là, moi j'avais eu des petites échos à l'oreille où bon, il expliquait en fait en gros qu'à sa famille, si tu veux, bon, il expliquait quand il se branlait quoi, à sa famille à table, etc. Je dirais pas c'est qui, hein, parce que bon, certains pourraient le reconnaître s'ils regardent mes vidéos, mais voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est malsain, ou à quel point la mère explique comment elle se fait défoncer par le père, enfin bon, je trouve ça un peu... Donc je pense que sincèrement il y a un gros problème déjà de base de l'éducation. Moi j'ai toujours dit, hein, il y a eu je crois que le train a déraillé à la génération où il y a eu les quarantenaires et maintenant qui deviennent des cinquantenaires. Hein, donc dans tous les cas le porno est quelque chose de mauvais, hein, honnêtement. Mais il faut comprendre les mécanismes, pourquoi certains sont plus ou moins touchés. Et voilà, je suis très content que tu en aies parlé, Xavier. Tu vois, honnêtement, je savais pas par rapport à la femme, etc. Enfin bon, bref, on passe au sujet suivant. Allez. Non, mais on va rester sur ce plan-là parce que j'ai pas dit ce que j'avais à dire. Il y a une dissociation à faire. Pas oublier. Oui, je vais rapidement revenir sur ce que vous avez tous dit. Donc, Charlie, tu viens de le faire. Tu parlais des prédispositions et des, on va dire, voilà, on va dire que maintenant les mœurs sont débridées. On encourage les gens de toute manière à se libérer comme ça et à sortir des vieux carcans patriarcaux. Voilà, on en profite aussi toujours pour taper sur la religion. Au passage, j'en profite pour le dire, pour toujours rabâcher, répéter à quel point c'est vieillot, c'est des choses qui sont dépassées, obsolètes, qui n'ont aucun intérêt. Et donc du coup, pourquoi pas en même temps discuter de ces anecdotes de cul à table comme ça, à une époque où on respectait les grands-parents parce que c'était les anciens qui avaient le savoir nous enseigner. Là aujourd'hui, c'est les mêmes vieux qui vont commencer à nous raconter leur histoire de cul, qui sont des adolescents éternels. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je comprends ce que tu veux dire au niveau de
de la prédisposition. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec Xavier en ce qui concerne la considération morale de la pornographie, c'est-à-dire que je conçois qu'on trouve que la pornographie soit immorale. Hein, voilà, il faut quand même avoir la tête sur les épaules. Mais la question n'est pas là. Parce que si d'autres personnes ne partagent pas notre point de vue, ne sont pas sur notre échelle de valeur et donc n'ont pas la même morale, il faut quand même leur faire comprendre pour pas jouer le jeu en fait de la promotion à contre-cœur. C'est ça le problème, c'est qu'en disant qu'il y a le bon porno et le mauvais porno, ou alors il y a une manière de le présenter le porno, on reste toujours dans finalement la promotion de la pornographie et ça ne nous aide pas et ça encourage toutes ces dérives, les multiples dérives sociales auxquelles on est tous témoins chaque jour, comme toi là autour de la table, mais bon, j'en passe, je vais pas revenir encore sur la Gay Pride. Mais par contre, est-ce que, alors pour rester aussi sur ce que disait du coup Philosophe Fischer, il disait qu'il était pour une forme d'interdiction qui servirait de garde-fou sociétal. Et je pense que ce que dit Xavier est très intéressant quand il dit comment est-ce qu'on y accède. C'est pas plutôt comment on l'interdit, comment c'est comment on y accède, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, je vais faire une analogie qui n'a absolument aucun rapport, mais on pourrait imaginer que, comme en Suisse, pour avoir droit à détenir une arme, ben, on passe des tests psychologiques, il faut qu'on soit majeur, il faut qu'on ait un casier vierge, il faut un certain nombre de critères spécifiques qui nous donnent accès ensuite à ce droit citoyen, si on veut, supplémentaire. Parfait. Je note au passage que quand quelqu'un décide de faire fermer le site démocratie participative par décision juridique, eh bien, il y a des moyens qui sont mis en place derrière pour qu'on n'y accède plus. Alors pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce genre de dispositif en place là pour fermer les gros distributeurs de porno en leur donnant des conditions en fait, voilà. C'est des choses qui sont à mettre sur le débat. Comment est-ce qu'on accède au porno et qui y accède? C'est très intéressant parce que quand on est en pleine construction, on l'a abordé de manière furtive, mais quand on est en construction physique et en construction psychologique, typiquement à l'enfance et à l'adolescence, on peut pas être exposé à des films ultra hardcore. C'est pas possible. Ça va forcément avoir un impact. C'est obligatoire. Et ça peut arriver tout à fait par accident. Et je fais partie, moi, de ces gens-là qui ont découvert la pornographie par accident. Et en sachant que les probabilités de chance que ça arrive étaient très faibles. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et je suis tombé sur une cassette vidéo et j'avais 10 ans, j'étais curieux, j'ai foutu ça dans le magnétoscope, boum, allez, j'ai vu mon premier film des années 70-80. Donc on peut voir ça comme une anecdote plutôt marrante, mais qui a certes forcément eu un impact sur ma personnalité. Je vous garantis que mon petit frère qui était là à ce moment-là, lui, il est parti en courant, en pleurant dans sa chambre. On n'avait pas beaucoup d'écart, on avait 1 an et demi d'écart, donc il devait avoir 8 ans et demi, 9 ans. Il est parti en courant dans sa chambre parce que pour lui c'était grave, il y avait un truc pas bon qui était en train de se passer, il aurait même pas su l'expliquer. Instinctivement, un enfant n'est pas fait pour voir ce genre de choses. Quelqu'un qui a un minimum de bon sens est tout à fait capable de le comprendre. Et ensuite, j'aimerais approfondir sur ce qu'a dit Xavier sur l'effet Coolidge. C'est quelque chose que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Bon, pas précisément l'effet Coolidge, hein, mais sur la tromperie du cerveau, l'illusion du cerveau. Et c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce que présente Xavier. C'est-à-dire que, par définition, alors je sais que tout le monde, tous nos auditeurs ne sont pas au fait de ce qu'est l'hypergamie et l'hypogamie. L'hypergamie féminine et l'hypogamie masculine. En un mot, je dirais que l'hypergamie, les femmes cherchent le meilleur parti, un seul, mais le meilleur. Et par rapport à leur système de reproduction, c'est quelque chose qui arrivera très prochainement sur ma chaîne pour les curieux. Et l'hypogamie, c'est ce qui consiste pour un homme vis-à-vis de son système de reproduction, toujours pareil, à multiplier le nombre de partenaires pour maximiser ses chances de se reproduire. C'est comme ça, c'est pas quelque chose sur laquelle on a la main, hein, c'est quelque chose qui est inné. Les mammifères fonctionnent comme ça, c'est tout. Et donc du coup, à travers le prisme de l'effet Coolidge, on peut supposer qu'un homme
qui multiplie les partenaires, alors que, mais en partant du meilleur des cas où le mec a trouvé une femme valable, qu'il est en couple, monogame durable, et qu'il aspire à quelque chose de stable. Bon, très bien. Il va coucher avec elle 1 à 2 fois par jour, admettons, ou peut-être plus, c'est le début, voilà, il se cherche. Très rapidement, il va ressentir cet effet de satiété, cette fatigue, cet effet de dopamine, d'endorphine qui, une fois que le plaisir sexuel a été atteint, là, bon, voilà, il va redescendre. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les femmes à ce moment-là perdent 2 points de valeur moyenne sexuelle, si on veut. Et par contre, à ce moment-là, s'il se connecte sur un porno, hop, il peut repartir automatiquement, en fait. C'est l'illusion qu'en fait, il couche avec une autre femme, en sachant que ça reste une illusion, une tromperie au niveau du cerveau. Mais en attendant, les sécrétions hormonales, elles, ne font aucune différence entre la réalité et le virtuel. Et c'est intéressant de parler de cet effet Bruce, qui lui concerne un peu plus les femmes par contre, parce que bon, alors on n'a pas trop approfondi la question, mais ce serait intéressant de quand même s'imaginer, si il suffit que la femme se connecte sur un porno pour d'un coup avoir l'impression d'être avec un alpha et bouleverser complètement tout son système hormonal. Voilà, forcément, il faut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que ça qui bouleverse le système hormonal des femmes. Hein. Voilà, entre la pilule contraceptive, je sais que tu en as parlé il n'y a pas longtemps, Charlie. Oui. Il y a beaucoup de choses dans notre système à tous les niveaux qui ont eu un impact et qui est, ma foi, voilà, discutable, très discutable. Donc j'ai fait ce petit récapitulatif vite fait sur ce que vous aviez dit, pour être sûr d'avoir bien compris et puis pour vous donner un peu mes impressions. Je vais enchaîner sur comment dire, un phénomène connexe, parce que alors ça c'est tout ce que je dis de toute manière, tout ce que j'aurais avancé moi ce soir ici, ça se vérifie scientifiquement. Je pourrais éventuellement vous donner les pistes en description pour que vous alliez vérifier par vous-même. Cette génération-là, la génération, on va dire la génération des années 2000, quoi, hein, 90-2000, c'est la génération où il y a le plus de jeunes qui souffrent de troubles de l'érection par manque d'excitation. J'insiste sur ce point, c'est pas un problème physique, c'est un problème psychologique ou c'est psychomoteur, quoi. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'hommes se plaignent de réussir à avoir une érection devant leur film pornographique, mais quand ils sont avec une partenaire, aïe, là d'un coup, voilà, ce qu'on appelle la demi-molle, messieurs, ou carrément rien du tout, quoi. Au sens où les hommes témoignent d'un certain ennui de la réalité. Parce que, forcément, quand vous vous êtes accoutumé à une décharge de dopamine super puissante avec des films hardcore, et que, voilà, dans la réalité, très, très clairement, tu disais, Charlie, que c'était soft de cracher au visage de sa copine tout à l'heure. Mais à un moment donné... oui. Enfin, dans les c'est pas faux. Non, mais je pense qu'ici à cette table, on comprend tous pourquoi tu dis ça. Voilà, il faut pas se voiler la face non plus. Il y a les banalités. Enfin, il y a des choses assez sérieuses qui sont devenues des banalités. Je vais pas faire de pub pour des youtubeuses. Pure Mansoul. Je pense que ici, les gens, sont bien occupés de ces questions-là. Quoi qu'il en soit, non, messieurs, on s'était promis de pas partir sur l'attaque gratuite. Hein, il faut tenir ses engagements. J'enchaîne vite fait sur cette question de l'ennui sexuel au contact physique. C'est quand même grave de se dire que parce qu'on est trop allé sur des films porno, on arrive avec une femme normale. Et moi là, il y a quelque chose qui me choque personnellement. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la démarche virile dans la recherche d'une partenaire. Je vais vous lire encore comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, je serai le premier à avoir parlé de la question et puis je vous laisse ensuite en discuter. J'ai noté les troubles de l'érection,
Les demi-molles sont généralement le fruit d'une désensibilisation programmée, mécaniquement, puisque le porno ne nécessite aucun effort dans sa consommation et que le coït, donc l'acte sexuel, lui nécessite beaucoup d'efforts. Le consommateur va inévitablement développer tôt ou tard, consciemment ou non, une préférence pour l'autosatisfaction pornographique. La démarche virile de conquête est sabotée, au point que de très nombreux jeunes hétéros se demandent s'ils ne deviennent pas gays. Au passage, je tiens à rassurer les individus dans cette situation, non, on ne devient pas gay. Soit on est gay, soit on ne l'est pas. Rassurez-vous. Messieurs, votre avis? Commence, philosopheur. Vas-y, à toi, philosophie. Alors, plusieurs choses à dire. Je vais partir sur un cadre un petit peu plus général et puis je vais resserrer. En fait, moi, j'utilise les termes de bien et de mal parce qu'un homme, pour moi, dans le rôle du masculin vraiment sain et essentiel, un homme doit se positionner, et la société d'aujourd'hui crée que on est toujours dans des explications scientifiques, excuse-moi Xavier, qui sont parfois contradictoires, où on part loin, et faut jamais oublier que l'homme, la technologie, c'est quelque chose de très récente. On projette sur le monde des personnalités, des concepts tels que le chaos, l'ordre, le bien et le mal. On projette pas des systèmes hormonaux et cérébraux. Voilà. Et donc, moi, effectivement, pourquoi je dis que le porno est mal, c'est tout simplement parce que ça fait du mal à l'espèce. Les gens se suicident, les gens n'arrivent pas à bander, les gens ont du mal à s'accoupler. Voilà. Au final, justement, moi, il y a un truc qui est là aussi est de l'ordre du dévoiement de l'être humain. C'est, comme tu expliques, les jeunes n'arrivent plus à bander, en tout cas à bander correctement. Mais c'est tout simplement parce que l'image de l'acte sexuel qu'on nous montre depuis qu'on est gamin pour certains, voilà, c'est un mec qui arrive, là il bourre bien comme il faut, et puis après il éjacule, quoi. Sauf qu'en fait, une relation sexuelle, notamment avec un partenaire fixe, c'est apprendre à connaître le corps de l'autre, se faire plaisir, c'est petit à petit se découvrir. T'essayes de bâtir un truc. Et dans la vie, pour moi, c'est ça qui est vraiment malsain, c'est que le sexe, c'est devenu un produit de consommation comme un autre à travers si je peux me permettre, juste une petite seconde et j'enchaîne parce que je sens que je vais oublier sinon. Dans ce que tu es en train de dire, apprendre à connaître l'autre, voilà, c'est tout un échange, etc. Il y a aussi un aspect de la sexualité qu'on oublie, c'est que l'aspect compétition dans l'esprit des hommes, il est omniprésent à cause de la pornographie, parce qu'on voit des grosses bites, on voit des mecs qui bourrinent, comme tu dis. On a l'impression que, en plus, les mecs s'injectent des produits dans la bite. Faut pas se voiler non plus, hein, c'est tout un. Donc voilà, moi je tiens à dire quand même au passage qu'une relation normale, ça reste mon avis, prenez-le comme vous voulez, mais une relation normale dure 10 minutes, 20 minutes, et ça c'est une relation normale. On n'est pas programmé pour durer des heures. Scientifiquement, c'est prouvé que enfin, je veux dire, c'est vraiment se faire plaisir, connaître l'autre, etc. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas obligé de jouir et il faut que vous arriviez à faire rentrer dans la tête de vos femmes que vous avez peut-être passé un super moment, vous avez déjà joué une première fois, vous avez envie de recommencer pour vous amuser parce que vous êtes dans une forme de complicité. Vous n'êtes pas obligé de jouir à chaque fois. Il faut que les femmes s'enlèvent cette chose de l'esprit. C'est prouvé scientifiquement que avoir des rapports sexuels réguliers augmente le taux de testostérone, mais pas jouir systématiquement. Jouir systématiquement, c'est un problème. Ça peut potentiellement, en tout cas, devenir un problème. Donc voilà, juste c'était pour faire cette petite précision. Un peu avec ce que je dis, comme tu dis, quelque part, tu t'amuses, tu fais un truc sympa avec l'autre. Tu vas pas au supermarché acheter le produit dont tu as besoin, quoi. Et pour moi, la pornographie. C'est malsain et parce que ça, quelque part, c'est très représentatif de notre société d'aujourd'hui où on a désir, solution, obtention immédiate. Il n'y a plus aucun amusement dans la construction. Je ne sais pas si je suis très clair parce que je pars assez loin, mais enfin bon, tu prends même plus ton pied en faisant un truc. Voilà, tu dois éjaculer. Et te sentir bien, quoi. Et je sais pas, tu vois, c'est comme quand tu fais un boulot, que tu vas construire une maison, que tu coupes de bois. Tu sais, c'est possible de t'amuser pendant que tu fais tout ça, quoi. Tu vois, tu prends du plaisir à bâtir un truc, tu prends du plaisir à faire une activité. T'as pas et le porno, c'est juste la masturbation, le truc de plaisir, et puis c'est tout. Il y a rien entre les deux, quoi. Et donc, moi, mon aspect sur l'érection, c'est il faut vous rendre compte, moi pour les jeunes, et je sais que pour moi ça a été difficile
de me mettre ça dans la tête. Il faut vous rendre compte que dans la vie, la plupart du temps, le chemin est beaucoup plus long que le résultat, et qu'à un moment, apprenez à tout simplement vous amuser pendant que vous faites ce que vous faites, quoi. C'est tout con, mais je pense que c'est bien de le rappeler, quoi. Amusez-vous en construisant, en faisant des choses, et ne cherchez pas forcément à atteindre tout de suite un résultat idéalisé immédiat, quoi. J'en ai fini. D'accord. Du coup, je donne mon avis ou... Xavier. Ouais, Xavier, vas-y, commence, fais-le, Xavier, à toi du coup. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Je disais non, vas-y, Charlie, je t'en prie. Ah d'accord. D'accord. Alors la question en Allez. l'occurrence c'était, alors moi j'ai, par exemple sur le temps, ce que j'ai trouvé intéressant sur le temps, c'est que il y a bien souvent une sorte de performance. Quand on tape sur internet par exemple, et je vous amuse à le faire, hein, enfin c'est pas amusant, mais bon, c'était un mot pour désigner comme tel. Vous regardez sur internet et bien souvent sur des sites de forum, vous allez voir des femmes qui disent c'est pas normal, mon homme tient que 20 minutes, que tient 15 minutes, et C'est déjà bien. c'est déjà beaucoup. Il est censé quand même qu'un homme dure en moyenne de 30 secondes à 3 minutes. Enfin, en tout cas, c'était ça lors d'un rapport pour une procréation. Et si tu veux, le but à la base du fait de s'accoupler, c'est de s'accoupler, c'est pas prendre de plaisir en fait. L'hormone du plaisir a été faite en sorte que cela crée une attirance et donc que évidemment ça emmène à cet aboutissement. Sauf que moi ce que je vois c'est que on met de moins en moins de procréation, mais de plus en plus de plaisir dans une relation sexuelle. Et quand je vois, alors moi j'ai discuté avec des gens, hein, avec des amis de mon âge, donc qui ont la vingtaine, 20, 25 ans, et effectivement ils me disent, moi je tiens 20 minutes, mais j'arrive pas plus, des fois je fais des pauses, j'essaye de durer, parce que ma copine, elle se sent pas rassasiée, elle veut que ça dure plus longtemps, et je leur ai dit que d'un moment, vous êtes fait biologiquement pour pas tenir des heures. Effectivement, il y a un truc qui revient, et alors peut-être vous en avez pas parlé, c'est le fantasme des femmes. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui avaient... Justement, je comptais me garder ça pour la fin, mais vas-y, dis-le. Mais en fait, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, en tout cas sur la longueur d'une relation sexuelle, c'est qu'il y avait un fantasme pour la femme, c'est que ça dure toute la nuit. Est-ce que peut-être vous en avez déjà entendu parler, que une nana dise ouais, j'aimerais bien le faire toute la nuit jusqu'au matin, etc. Ouais, dans les bouquins écrits par les femmes et tout ça. Tout à fait. Et dans les... Dans certains moments, ça ressent. Moi, je pense pas à ça sur le coup. C'était très tendre, mais putain, mais c'est. Ouais, je me suis bien emmerdé à un moment. Alors, j'ai lu des trucs à l'eau de rose écrits par des femmes. Voilà quoi. Ouais, Non, mais pourquoi pas. C'est un fantasme Juste pour cliché. moi, Voilà. je pensais pas que tu faisais allusion à ce fantasme-là. Après, moi, je ne lis pas de fantasme à l'eau de rose parce que ça fait partie de ce qui comment dire, nous programme en fait, nous formate à devenir des chevaliers blancs, hein, des 17 ans. Hein. gentils, quoi. Oui, non, mais attends, après, je veux dire, on en a tous un en nous. Hein. Celui qui dit que non, c'est faux, c'est un menteur. Après, voilà, question il faut l'accepter et savoir le gérer, c'est tout. Non, moi je pensais que tu faisais allusion au fantasme du viol de la femme en fait. Quand tu as commencé à parler de fantasme, je pensais que tu faisais allusion à Il y a ça. celui-là aussi, ou celui... Qui est un fantasme beaucoup plus récent et qui est lié à l'influence de l'audiovisuel. Donc on peut se garder ça pour plus tard si tu veux et vas-y enchaîne sur ce que tu étais en train de dire. Donc il y a ce phénomène-là et moi, comme j'en ai parlé sur l'avortement, je connais des gens qui... désolé du terme, éjaculent dans la femme alors que ils se protègent pas et elle prend juste la pilule, et ces mêmes gens-là me disent oui mais je comprends pas, elle veut que par exemple elle prenne la pilule et que je me protège pas pour mieux la sentir, et ces mêmes gens-là me répètent encore une fois oui, elle me parle aussi sur le fait qu'elle veut que ça dure longtemps, que ça dure toute la nuit, moi j'arrive pas à tenir, etc. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, je crois qu'il y a quelque chose qui a été carrément inscrit dans la mémoire, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a encore pas très longtemps, si vous voulez, la sexualité était très basique. Le mec,
tirait son coup, ça durait 10-15 minutes, il y a même encore 100 ans en arrière, 150 ans en arrière, il tirait son coup, le mec il se rhabillait, il fumait sa clope et il se barrait quoi. Parce qu'il tirait son coup. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Et le truc c'est, même les féministes en parlent, disent oui, vous vous rendez compte, c'est affreux, mais ça a toujours marché ainsi. Donc, d'un moment, après, il y a plusieurs choses. Le fait que, par exemple, une femme ait un orgasme, si vous voulez, dans une relation de couple, ça permet à la femme de rester monogame et rester avec cet homme-là, puisqu'elle se dira, je prends beaucoup plus de plaisir avec cet homme qui en l'occurrence, peut me défoncer quand il souhaite, pour le coup, et je sais que j'aurai un orgasme. Alors que, bon, vous verrez, généralement, une femme qui n'a pas d'orgasme avec un homme, un jour ou l'autre, le dégage. Voilà, donc tout est lié, hein, tout est lié, et je pense sincèrement que le féminisme a aussi martelé sur la chose. Quand on voit mademoiselle.com qui font des cours d'éducation sexuelle aux gens, ou certaines youtubeuses, et qui justement, encore une fois, expliquent comment se décaloter le gland, comment tenir plus longtemps aux hommes alors que ce sont des femmes. Y a vraiment une volonté d'abolir la procréation, et surtout de faire la libéralisation du sexe. Et de vraiment bloquer l'homme, quoi. Voilà. Charlie, si tu me permets, j'aimerais bien dire quelque chose, comme j'ai un petit peu fait avec Philosophy Share. Donc, Xavier, ne m'en veux pas, je te coupe un petit peu la parole. Je vais noter pour pas faire trop long comme tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à dire d'un coup. On a le temps. Mais c'est juste que j'aimerais faire un parallèle entre ce que toi tu appelles le besoin de plaisir sexuel en comparaison à l'acte sexuel de procréation. Alors on s'éloigne un petit peu du porno, mais je vois très bien pourquoi tu parles de ça. Moi, je pense, ça reste un avis personnel, à vous de me dire ce que vous en pensez sur ce point spécifique. Je pense que tout ce qui est plaisir sexuel, c'est quelque chose en fait qui est naturel et qui est justement des indicateurs en fait de si on veut un individu au niveau reproductif. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne qui ne t'excite absolument pas, c'est pas forcément sa faute, c'est pas forcément ta faute. C'est peut-être parce que vous n'avez aucun intérêt à procréer. Peut-être que quand vous allez essayer de faire un enfant, ça ne fonctionnera pas. Alors tout ça, là, on est dans le cadre de la supposition, hein, je le précise. C'est juste mon avis personnel sur ces questions-là. Ensuite, je pense que justement, il faut accepter, tu vois, ressentir du plaisir avec sa partenaire, c'est sain, c'est profondément sain, c'est même recommandé. C'est ce qui permet de motiver les gens à faire prospérer l'espèce et à rassembler les gens compatibles entre eux pour améliorer l'espèce et avoir des êtres meilleurs à chaque génération. Après, je pense qu'on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les pratiques. Moi, en tout cas, ce que je recommande comme pratique sur ce plan-là. Mais, comment dire, c'est pas, je pense, tu vois, que autant nous que les féministes, on se tromperait justement à essayer de jouer sur le registre de la nécessité du plaisir, parce que c'est un peu ce qu'ont fait les féministes à l'inverse avec la libération sexuelle, en mode mon corps, mon choix, voilà, par tous zones, tous ensemble, etc. Peu importe les conséquences, etc. Ce serait un peu la même chose, mais inversé par effet miroir, en mode super tradi. C'est ça. Je ne dis pas, je note que, enfin, je te fais noter que je ne dis pas que tu as tort, attention. Hein. Je fais juste que présenter mon avis, qui, du coup, en me calquant un petit peu sur ce que tu étais en train de dire, je pense qu'il y a des choses qui étaient très saines dans le patriarcat, mais évidemment, il y avait ces dérives aussi. Sinon, à l'heure actuelle, on serait encore sous le régime du patriarcat. S'il était parfait, il aurait continué à perdurer, il aurait su faire face à toutes les difficultés qui se sont présentées par la suite. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même essayer de conserver les aspects positifs qu'il y avait sous ce modèle sociétal. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avancer dans le sujet, comme ça fait quasiment 1h30 déjà, si ça vous dérange pas, bien sûr. Oui, bien sûr. Xavier, tu avais quelque chose à dire. Combien de temps tu penses qu'on peut filmer 2 heures, j'arrondis à 2 heures maximum. Ouais. Donc il nous reste une demi-heure. Ouais, 24 minutes. À tour de rôle, pas mal de choses, on va dire, et c'est vrai que ça fait
Comme je ne suis pas revenu entre deux, ça fait beaucoup de choses qui sont dites et sur lesquelles je pourrais revenir. Donc j'ai noté quand même pour que ça se fasse très vite, mais ça ne va pas être exhaustif encore une fois, parce que ça se fait en un coup. J'ai entendu l'accessibilité du porno, vous en avez parlé. J'ai parlé des performances qui, à cause des films porno, donc il y aurait une compétition et une recherche de la performance qui serait liée à ça. J'ai parlé d'ancrage également, de fait qu'après on devient moins sensible au réel. J'ai entendu de bien et de mal qui serait plutôt à prioriser plutôt que de parler de science de la part de Fischer-Stahl, et je suis absolument d'accord avec lui, mais ça, il y a une réponse à donner. J'ai entendu parler d'une féminisation, l'impression de devenir peut-être homosexuel. Il y a aussi une réponse, c'est une question d'œstrogène, et nombre de fois dans la nuit, mais donc je vais répondre à cela rapidement, en quelques mots seulement, sans trop développer. Donc l'accessibilité au porno, déjà il y a une question à se poser. Je vais répondre avec une simple question. Est-ce que lorsque vous tapez sur le web normal, est-ce que vous tombez sur des sites pédophiles facilement? Non, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Si le porno était si accessible que ça, c'est pas parce que ça nous a échappé, c'est parce que c'était voulu. Bon, m'en voulez pas, je développe pas, on n'a pas le temps. Concernant parce qu'il y a trop de choses qui ont été différentes, qui sont très variées. Donc, concernant la performance, oui, c'est absolument vrai. Ça traumatise les gamins qui se retrouvent avec une pression énorme. Et après, ça devient. Vous l'avez tous connu au collège, on se pose des questions. Et voilà. Mais concernant la performance, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, il y a un phénomène. C'est que, en fait, compte, si vous voulez, l'Internet lui-même est la résultante de ce que les hommes constatent chez les femmes. Ils ont dû faire le deuil de la possibilité de pouvoir les combler, comme le font certains Rocco Siffredi, au vu du cumul de partenaires qu'elles ont eu. Donc, elles sont toutes tombées sur un homme qui était mieux constitué que d'autres, si je puis dire. Et ce cumul de partenaires qui a été banalisé a fait que maintenant, elles sont dans une recherche d'une sensation qu'elles ont pu ressentir un jour. Alors qu'avant, une femme n'avait connu qu'un homme ou deux. Et si bien que l'homme, en fait, compte, va rechercher ça sur Internet, et à mesure que tout cela s'empire, eh bien, on va aller de plus en plus loin. Et après, il y a tous les phénomènes auxquels vous avez fait allusion, ou moi aussi vite fait tout à l'heure. Voilà, je passe à la suite sans trop... voilà. Après, il y a une histoire d'ancrage concernant le chemin. Il y a aussi, effectivement, hormonalement, ce dont on a parlé, dopamine, les systèmes de récompense, les systèmes de récepteurs et tout ça, l'aspect hack du cerveau, on hack le cerveau, mais il y a également un système d'automatisme, si je puis dire, de réflexe pavlovien, c'est-à-dire qu'une personne, quand on connaît un homme, effectivement, qu'on s'habitue à lui, quand on n'a pas d'attente quant à la jouissance, il s'avère qu'au bout d'un moment, sans s'y attendre, si on n'investit pas trop la chose, on finit, s'il y a un minimum d'envie de faire le bien avec l'autre, qu'on tombe sur la jouissance et qu'elle soit infiniment plus puissante que celle qui aura trop pratiqué. Alors que l'on pourrait croire que celle qui a pratiqué la masturbation à outrance, et bien en fin de compte, sera plus adaptée avec un partenaire. Alors que non, ça crée un cheminement, un ancrage qui la rendra plus rigide par rapport à lui et qui donc augmentera la probabilité qu'elle puisse se séparer dans les premiers temps. Il y a plein de raisons à cela, mais je vais pas approfondir. Ensuite, autre chose qui a été dit, parler de bien et de mal. Oui, absolument, c'est ce qu'avait fait la religion. Ils avaient synthétisé les choses de telle sorte que maintenant, quand on la lit, on dirait que c'est des textes neuneux complètement débiles. Mais en fait, compte, elle n'était la résultante de constatations, de faits scientifiques, ou en tout cas de choses qui avaient été constatées depuis des milliers d'années. Et c'était des réponses à des choses complexes, mais simplifiées en des mots pour que tout le monde, tout à chacun puisse comprendre sans avoir à réfléchir à des trucs scientifiques. Donc je te rejoins, philosophie Fischer-Stahl, absolument. Ça demande effectivement du temps pour expliquer ces choses-là. Seulement aujourd'hui, il faut réexpliquer les choses parce qu'à force de s'être éloigné et qu'on nous ait effacé notre mémoire, et éloigné de tout ce cumul dans les cycles d'expérience, on est éloigné de toutes ces constatations. Et donc, il faut les réapprendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est tous dans l'échec, en quelque sorte. Ah, ça se tient. Et mais pourquoi? Le problème, c'est que pour pouvoir le faire, il faut commencer aussi en faisant allusion à des petits trucs scientifiques qui font chier. En général, je le fais pas trop dans mes vidéos d'ailleurs. Mais voilà. Pour ce qui est des hommes qui se branlent et qui regardent du porno, qui ont l'impression de devenir féminisés, parce qu'ils ont de moins en moins, il y a un taux de testostérone, c'est lié à l'urbanisation. Et puis aussi, forcément, au bout d'un moment, vous l'avez compris, on en a parlé des aspects hormonaux. Mais en plus, il n'y a pas que ça, c'est qu'en plus, à force de pratiquer ça, il y a l'œstrogène qui est pas mal développé. Ensuite, concernant le nombre de fois dans la nuit, absolument, c'est vrai qu'il y a des femmes qui font ça, mais faut pas oublier que je pense que c'est ce qui est lié à ça, c'est parce que les femmes, c'est surtout celles qui écrivent, elles se sentent obligées que de mettre en avant une sorte de liberté des femmes du fait qu'elles aussi elles aient des désirs. Et je pense que c'est pas mal de romancer ces histoires de soi-disant vouloir coucher 36 milliards de fois dans la nuit, et que si toutefois il y en a qui voudraient, qui veulent bien le faire ou qui exigent ça de la part de leur homme, c'est parce qu'elles sont vraiment elles veulent coller à une image. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus du blabla qu'autre chose. Au contraire, contrairement à ce que pourra penser les hommes, ce qui est important pour un homme, c'est pas de tenir 10 heures, bien au-delà, bien contraire. Il y en a qui vont tenir 2 heures, ça va emmerder les femmes. Ce qui est important, c'est que ce soit intense, court.
Ensuite, quitte à reproduire plusieurs fois dans la nuit si elle est suffisamment excitée, mais voilà, c'est pas du tout le. Ensuite, il reste peut-être 2-3 choses que vous avez dites, mais beaucoup de choses. La fétichisation de l'acte. Oui, après, il est vrai qu'il y a une fétichisation de l'acte. Il y a l'aspect drogue, il y a l'aspect compétition dont je viens de parler. Et pour terminer, tu as dit quelque chose, VVTV, Mathieu, tout à l'heure, d'intéressant, à savoir que effectivement la femme, donc sexuellement tu n'as pas dit, mais elle est plus ou moins attirée ou collée avec un homme. Il est vrai que de toute manière, tout homme avec lequel tu resteras, il y aura toujours une raison anthropologique à la chose et une raison en termes de survie du mieux qui permettra d'augmenter la probabilité que d'avoir enfanté. Plus tu feras jouer une femme, plus elle sera dilatée, plus effectivement il y a un ensemble de choses qui vont faire que ça va augmenter la probabilité qu'elle puisse avoir un gamin. Et il y a différentes choses qui rentrent en considération. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette attente par rapport à l'homme idéal dans ces conditions-là est la résultante de ce qu'elle aura consommé dans sa pornographie, qui aura tout rehaussé les curseurs. Alors certes, ça sera des besoins qu'elle se sera découvert et auxquels il faudra qu'ils correspondent, mais cette sélection naturelle, cette sélection d'hommes qui s'amenuise à mesure que le temps avance, elle est fonction de ce qu'elle aura consommé, qui lui-même est fonction de ce qu'aura voulu la société. Et voilà. Donc, et puis Sex and the City, effectivement, toutes ces histoires de Godemiché qui s'est banalisé, il y a beaucoup à dire. Et voilà. Degré, il y en a beaucoup, il y aurait beaucoup à dire effectivement. Étant donné qu'on est pris par le temps. Cette belle synthèse, quoi. Franchement, chapeau, quoi. Très très bonne synthèse, ouais. Juste, si vous me permettez, étant donné qu'il nous reste vraiment très très peu de temps, j'aimerais ajouter qu'il y a des conséquences au niveau relationnel en ce qui concerne l'adultère en cas de consommation de pornographie, parce que par un effet de dévaluation, si vous voulez, la femme du quotidien ne correspond plus aux attentes de l'homme moyen, étant donné que il est habitué à avoir des femmes toujours plus jeunes, toujours avec un niveau de néoténie toujours plus élevé dans les films qu'il consomme. Donc du coup, il y a une forme d'ennui en fait avec la femme du quotidien qui pourtant elle est réelle, et ça c'est très grave. Je tiens à le spécifier. Les goûts sexuels, il faut savoir que depuis l'arrivée de toutes ces nouvelles catégories extrêmement hardcore, qu'on le veuille, que ce soit à coup de petites doses dans des clips télévisuels ou des petites suggestions même sur YouTube, sur du contenu complètement mainstream, on arrive à forcément implémenter des nouvelles pratiques sexuelles, voilà, je veux dire, je vais prendre mon petit raccourci, qui n'étaient pas prévus, qui ne sont pas dans les mœurs, qui ne sont même pas dans le consensus à l'heure actuelle, mais qui sont tellement implémentés de manière subtile que demain, le moindre... je le souhaite vraiment pas, j'espère qu'on fait tout ça parce que justement on va réussir à ralentir ça et peut-être même inverser la vapeur, dans le sens où tout ce travail d'information c'est pour donner les moyens aux jeunes et puis aux moins jeunes aussi, hein, à ceux qui écoutent ce contenu de réfléchir par eux-mêmes pour apporter eux-mêmes leurs propres solutions. Maintenant, ceux qui ne seront pas épargnés par ça et qui iront les deux pieds dedans, c'est pas, je veux dire, on aura fait notre part, on aura fait ce qu'on peut. Donc, faut aujourd'hui, à cause de 50 nuances degrés, de la banalisation des codes dans Sex and the City, etc., depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a eu une recrudescence vraiment de tout ce qui est hardcore. J'ai cette phrase là qui me vient à l'esprit. Tape-moi dans le ventre, je suis pas ta mère. Le genre de truc dégueulasse qui fait débander n'importe quel mec. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est bon, je vais pas donner des noms, je leur fais pas de publicité. Quoi qu'il en soit, ce genre de saloperie, faut s'y habituer. N'oubliez pas, c'est pas pour vous faire perdre espoir. Au contraire, j'espère bien vous donner de l'espoir en vous disant ça, parce que si vous avez une femme qui a des propos qui sont un petit peu de l'ordre de ce que je viens de donner un exemple à l'instant, passez votre chemin. Vous avez bien autre chose à faire de votre journée. Peut-être aller faire une partie de console de jeux vidéo avec votre meilleur ami. C'est certainement beaucoup plus productif que de continuer à accorder 1 minute à une fille comme ça. Parce que si la femme est putifiée aujourd'hui, ce n'est pas sa faute. On n'a pas besoin de la haïr. Enfin, ce n'est pas complètement sa faute. Et clairement, on n'a pas du tout besoin de la haïr. Elle a peut-être probablement aussi son rôle à jouer dans la société, mais vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, c'est une femme bien, et une femme bien, c'est une femme qui est discrète. Alors, elle va pas complètement correspondre à vos attentes. J'insiste sur les pratiques sexuelles qui se font aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à de nouveaux besoins. Il faut du coup réussir à y faire face. Ce que je dis ne concerne que moi, c'est un conseil purement personnel, donc je n'inclus pas les gens qui sont à la table avec moi.
Mais moi, à VVTV aujourd'hui, je fais la promotion de ce que j'ai décidé d'appeler le porno conjugal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'envoie tout ça sans filtre, on s'en fout, c'est la fin de la table ronde. Je pense que les hommes ont besoin d'exprimer une forme de domination parce que c'est dans leur nature. Je pense que les femmes ont besoin, comme d'ailleurs dans la vidéo documentaire de Xavier School sur le sexe avec le requin, là, j'avais adoré ce passage documentaire. Les femmes ont besoin de se soumettre à l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une société où la nouvelle religion, c'est l'égalité fantasmée? Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus les moyens de dominer les femmes sans risquer des risques juridiques. Et les femmes, pareil, ne peuvent pas se permettre d'être soumises aux hommes sous prétexte que le consensus les pointe du doigt et leur disent que elles sont collabos du patriarcat. C'est n'importe quoi. Donc, du coup, moi, ce que je préconise, alors, c'est une solution de bricolage. Clairement, ce n'est pas la perfection. Et tant pis, hein, si ça choque un petit peu la morale de certains. Moi, je pense que quand vous êtes avec une femme qui a des attentes, vous avez un devoir conjugal, vous devez honorer votre femme. Et pareillement, hein, à l'inverse, votre femme vous doit la dévotion. C'est ce qui permet de constituer les bases d'un couple monogame durable qui va dans le sens de la famille. Alors, étant donné que je l'ai déjà dit, mais je me répète, les pratiques sexuelles sont strictement privées et ne regardent personne, donc faites bien attention à, vous réservez un espace pour ça et tenir votre langue aussi. C'est une preuve de distinction. Voilà, on n'est pas obligé non plus de s'étaler sur ces sujets-là. Ça, c'est les gens non civilisés qui font ça. Vous valez mieux que ça. Dommage qu'on manque de temps parce que j'aurais encore approfondi longtemps, mais je préfère m'arrêter là. Je répète encore une fois, si vous voulez consommer du porno, eh bien, fabriquez votre porno avec votre femme chez vous, sur vos propres vidéos. C'est déjà quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus rationnel plutôt que de fantasmer sur des choses qui n'existent pas. Voilà, ça peut être une sorte de jeu entre vous et votre partenaire. Prenez-le comme un truc à la rigolade. Ne croyez pas que les hommes modernes, ils sont coincés, c'est faux. Seulement, c'est vrai que c'est difficile quand on est un homme correct, un homme solide, un homme véritable, un homme viril surtout, de se conformer un petit peu à ce système post-moderne tout en conservant les avantages du patriarcat. Voilà, j'en ai fini. Je vais faire ma conclusion du coup assez rapidement aussi suite à ce que tu dis. Moi, il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu dis et j'aimerais rebondir. En fait, pour moi, nous sommes dans une société morbide, une société qui a envie de crever. Sauf que y a un truc qui s'appelle la pulsion de mort et la pulsion de vie, Eros et Thanatos, dans l'être humain. Et donc, si tu veux, tout ce dévoiement, cette pornographie, ces comportements de boulimie, c'est aussi la pulsion de vie qui veut ressortir. Sachant que la pulsion de vie est aussi la violence, et que nous sommes dans une société qui interdit la violence. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? À force d'enlever trop d'agressivité et trop de violence de la société, la violence se déplace et devient un niveau fantasmé. Et donc, on a le porno, on a les jeux vidéo style Call of Duty et tout ça. C'est-à-dire que les gens ont toujours des pulsions et ils trouvent des substituts comme ils peuvent. Donc, moi, si vous voulez, mon conseil par rapport à tout ça, c'est redevenez violent. Voilà, je dis oui à la violence. Alors attention, je ne vous dis pas de devenir Rambo ou quoi que ce soit, mais peut-être que si vous dites non à votre patron ou que vous ne vous laissez pas faire la prochaine fois qu'il tentera de vous humilier devant vos collègues de travail, vous auriez plus besoin de regarder des gangbangs à 12 le soir sur Pornhub. Vous voyez je sais pas comment dire, redéplacer un peu l'agressivité, même si c'est qu'au niveau symbolique, en réapprenant à dire non dans votre vie réelle de tous les jours. Et comme tu as dit, VVTV, faites du porno avec votre femme plutôt que... enfin, dans le sens que tu as dit, hein, je raccourcis outrageusement. Le porno conjugal. Voilà, merci, le porno conjugal. Faites ça, réappropriez-vous votre agressivité et votre violence au lieu de la balancer dans les substituts que vous donne la société pour mieux vous manipuler. Et donc, pour moi, réapprenez à dire non, intégrez votre ombre, c'est Jung, faites la paix avec votre agressivité, la partie violente de votre être, en la laissant sortir dans des activités que vous choisirez en assurant vos droits et votre survie, et vous verrez qu'après, vous aurez beaucoup moins envie de violence au niveau symbolique. Voilà, j'en ai terminé. D'accord, moi je vais faire ma conclusion du coup. Moi ce que je souhaite aux gens,
C'est déjà qu'ils arrivent à se combler autant effectivement que sexuellement. Et personnellement, je pense pas que la pornographie soit la meilleure des solutions, et n'est d'ailleurs pas une solution en fait. C'est plus, quelque chose qui va vous nuire que vous apporter quelque chose. Peut-être dans le premier temps, comme toute drogue, ça va vous apporter du plaisir, mais au fond, vous serez bien plus malheureux. Alors ce que je souhaite évidemment, et c'est encore un parcours tel que les MGTOW, c'est de se concentrer sur soi, de faire des bonnes choses dans sa vie, d'avoir effectivement des relations de qualité et de trouver des femmes qui vous correspondent sincèrement autant sexuellement que physiquement sur plusieurs plans. Et j'espère vraiment qu'à travers cette table ronde, vous aurez eu un avis plutôt global. On est sur certains points pas d'accord, et justement ce qui est intéressant, c'est que ça permet de discuter et de voir un petit peu qu'est-ce que pense l'un Amener et l'autre. peut-être une complémentarité d'idées, Tout peut-être. à fait. Et donc moi, ce que je souhaite sincèrement, c'est que la plupart sortent du porno que l'on a aujourd'hui. Et encore une fois, comme j'ai dit, essayez de faire une retranscription, essayez de regarder un petit peu comment ça s'est déroulé depuis les années 70, le porno, comment maintenant c'est réalisé, qui se trame derrière aussi, parce que ça c'est très important, qui tient les ficelles de certaines entreprises de porno, qui a certains business. Et pour terminer, faites très attention à vous, parce que comme toute drogue, on peut en sortir facilement comme très difficilement. Et la majorité des hommes, surtout les jeunes, comme ils ont beaucoup d'envie et que leur seule possibilité c'est d'avoir du porno, bien souvent ils peuvent tomber accro. Donc concentrez-vous sur vous, faites ce que vous avez à faire, et je pense sincèrement que chacun est destiné à trouver une personne, et que cette personne-là arrive à combler tous les besoins, et que vous comblerez aussi tous ces besoins sexuels, et que vous arriverez à vous passer de la pornographie. Dites-vous bien une chose, c'est que quand vous êtes en couple et que vous êtes heureux avec votre femme ou votre homme, et qu'il vous apporte tous vos besoins sexuels, bien souvent vous n'avez plus besoin d'aller sur des sites de pornographie, et de vous palucher de votre côté sans qu'il y ait votre femme. Voilà. Et du coup, Charlie, si je peux me permettre d'ajouter un tout petit truc à ta conclusion, c'est en lien avec ce que je disais sur le porno conjugal. C'est-à-dire que il faut avoir les couilles de dire à votre femme ce qui vous plaît. Et il faut aussi que vous la poussiez, elle, à vous dire qu'est-ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qui lui plaît, et avoir une bonne communication avec sa partenaire, ça vaut tous les pornos du monde. Parce que quand vous arrivez à obtenir quelque chose que vous êtes allé chercher, par la sueur par votre courage, par votre détermination, votre persistance, votre persévérance, eh bien, et que ça fonctionne, et que vous voyez que ça porte ses fruits avec votre partenaire, qu'elle est plus heureuse, que vous l'honorez mieux, et elle se dévoue encore plus, eh bien là, vous avez une réelle satisfaction. Vous êtes allé la chasser, la satisfaction, vous l'avez traquée, vous l'avez ramenée, et c'est la vôtre. Et donc, vous la savourez beaucoup mieux. Alors qu'un porno, c'est de la merde. C'est un plaisir, comme le disait Philosophe Fischer, un plaisir immédiat qui n'apporte aucune satisfaction approfondie. Voilà. Bah écoute, merci. Oui, effectivement. Moi, comme j'ai bien dit, je pense sincèrement que le meilleur film pornographique, c'est celui que vous vous inventez. Et celui que vous créez de vos pièces, de votre envie, et évidemment faire plaisir à quelqu'un indirectement nous fait plaisir généralement quand on est en couple avec cette personne-là, et c'est ce que je souhaite aux gens, de discuter, de rétablir un dialogue, de trouver ce qui intéresse chez l'un, chez l'autre. Et bon, bien évidemment, si elle vous dit qu'elle a envie de se faire prendre par deux autres mecs, bon, voilà. Là, c'est un autre. Il faudrait quand même que Xavier conclure là aussi. Oui. Juste Xavier, faire le... Alors, vous avez conclu d'une manière absolument satisfaisante. Donc, pour ma part, je suis content d'avoir fait ce live, cette table ronde avec vous. Aussi que j'espère que vos chaînes se feront connaître par la suite. Les gens qui connaîtront les gens qui connaissent mon contenu, savent que il y a beaucoup de choses que j'ai pu dire sur ces sujets-là. Ce qui est sûr, c'est que n'écoutez pas les gens qui relativiseront l'approche du porno en parlant des Grecs, des Romains, des Perses, des Chinois, et que sais-je encore, et en vous expliquant que depuis l'aube des temps, ça existe, puisque en fin de compte, la pornographie réelle telle qu'aujourd'hui, ce n'est plus une représentation, c'est le réel réellement, et qui en plus trompe
et hackent le cerveau plus encore que la réalité, qui n'est pas accessible de cette manière aussi poussée. Et qu'au-delà de ça, au-delà du bien et du mal, la question ne m'est pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Je me positionne même pas par rapport à ça. C'est juste de déterminer vos objectifs, à savoir si vous avez pour ambition que le couple monogame durable ou pas, et en fonction de cela, voir ce qui permet d'y accéder ou pas. Il s'avère que le porno ne le permet pas, mais en même temps, il est la résultante d'une impossibilité de pouvoir former un couple monogame durable qui provoque un traumatisme chez les hommes qui vont exulter à travers des pornos. C'est une réalité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir satisfaire suffisamment pleinement la femme. Donc c'est quelque chose dans lequel on vous a mis, c'est un processus de destruction, vous l'avez dit. On va accélérer ce processus parce qu'on imagine que ça sera mieux après. Et puis il y en a qui s'en frottent les mains, ça les fait jouir que de voir ça. Sexuel, par exemple. Voilà. Vous êtes victime de ces gens-là, vous développez des addictions. La seule chose à retenir, c'est si vous voulez une femme réellement avec laquelle ça tienne, si c'est votre objectif, il faut surtout pas qu'elle ait vu de porno. Et effectivement, son passif sexuel va être absolument déterminant. Il y a une chose à laquelle il faut vous préparer, c'est que maintenant, les pervers narcissiques, ce ne seront plus les femmes qui utiliseront ça comme outil à déculpabiliser pour pouvoir se débarrasser de tel ou tel homme, de par son passif qui la rend moins facilement satisfaite et qui fait qu'elle va être plus volage. Non, c'est pas qu'un outil à pouvoir changer d'homme. C'est quelque chose qui serait utilisé maintenant par les enfants contre leurs parents pour qu'ils puissent avoir accès à leur plein potentiel de jouissance. Et pour cela, regardez du côté de Pure Human Soul, dont personne n'a pu fermer la chaîne. Je vais faire très court et arrêter là-dessus, en me disant merci pour cette table ronde. Ouais, merci beaucoup les gars, j'ai beaucoup appris aussi. Juste un mot parce qu'on est pour que les auditeurs comprennent. Pour la notion de pervers narcissique, il faut absolument. Alors c'est sur ta chaîne principale, Xavier, que tu l'as faite la vidéo, c'est ça? Absolument, oui. Il faut absolument consulter la vidéo de la notion de pervers narcissique qui est disponible sur la chaîne de Xavier School, sa chaîne principale. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre un petit peu l'état d'esprit. Enfin, c'est quelque chose qui est trop long à approfondir en conclusion de vidéo. Donc, désolé, excusez-nous, mais pour les auditeurs que ce phénomène intéresse, il faut absolument que vous ayez consulté cette vidéo. Bah, merci aussi pour la table ronde, c'était très sympathique. C'était très sympathique, effectivement. On aura l'occasion de faire d'autres sujets, bien évidemment. Il était censé avoir Paul SB, malheureusement. Bon, il a eu un entretemps. Donc, nous prenons le temps de faire cette table ronde et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en faire une avec ce dernier. C'est bon pour vous? Pour ma part, j'ai réussi à contacter Ralpha Toustra, qui, ma foi, a été très heureux d'avoir l'opportunité de participer avec nous à la table ronde. Malheureusement, il était pris de court et c'est aussi un petit peu de ma faute parce que j'ai pas pris la peine de le prévoir suffisamment en avance. Donc, messieurs, ce que je vous propose, c'est que tous ensemble, pour la prochaine table ronde, on arrive à se fixer un sujet, un rendez-vous et suffisamment en avance pour qu'ils puissent nous rejoindre aussi à la table. Je vais préparer un peu mieux. D'accord. Exactement. Du coup, c'est bon pour vous? C'est bon? Écoutez, merci à tous. Vraiment, je suis très très satisfait de cette table ronde et je vous dis merci encore une fois et à bientôt.